Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Jean-Éric Turcotte, je suis le directeur de stratégie Saint-Laurent et j'agirai comme maître de cérémonie pour ce bloc 3 du rendez-vous Saint-Laurent 2021. Je vous invite, si vous avez des questions à poser, d'utiliser dans le bas de votre page l'onglet questions et réponses. C'est l'onglet qui est composé de deux petits phylactères, deux petits boîtes de dialogue qui sont un sur l'autre et qui sont indiqués avec un point d'interrogation sur le dessus. Donc, vous cliquez sur cet onglet-là pour pouvoir indiquer votre question. Et je vous prierai également, lorsque vous inscrivez une question, à la fois d'inscrire votre nom, mais également d'inscrire le destinataire, donc le conférencier auquel s'adresse cette question-là. Je vous rappelle également que la période de questions va avoir lieu en toute fin, donc suite aux 4 interventions, aux 4 conférences, et donc il n'y aura pas de possibilité pour les conférenciers de répondre d'ici là, mais n'hésitez pas, vous pouvez au fur et à mesure des conférences envoyer vos questions et vos réponses. J'invite tous les autres intervenants à fermer leur micro. Et voilà, donc ça m'amène à vous présenter notre première intervention de la journée. Monsieur Denis Laliberté. Monsieur Laliberté est fonctionnaire au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et va nous entretenir de la contamination des poissons d'eau douce par les toxiques dans le fleuve Saint-Laurent. Monsieur Laliberté, la parole est à vous. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la contamination des poissons d'eau douce par les toxiques dans le fleuve Saint-Laurent. Les résultats vont se limiter à ça, mais je vais au préalable vous parler un peu de l'ensemble dans lequel s'inscrit le suivi du fleuve Saint-Laurent, qui est un programme qui couvre une grande partie du Québec. Ce n'est pas limité juste au fleuve. En fait, le fleuve est une toute petite partie du programme. Les objectifs de l'ensemble du programme qui est de surveillance des substances toxiques à travers le Québec. On a le réseau de surveillance des substances toxiques dans les poissons. Je vais vous parler du protocole d'échantillonnage, des teneurs en métaux, mercure, BPC, PBDE, dioxine et furane, un peu le portrait de la situation, et les conclusions et les perspectives. Les objectifs du programme, c'est fournir un état de la contamination de la chair de poisson d'intérêt sportif en vue de diminuer l'exposition des pêcheurs aux substances toxiques à travers tout le Québec sur lequel on échantillonne et on fait des analyses dans les poissons. On va mesurer l'impact des programmes d'assainissement sur la contamination du milieu aquatique. C'est ce qu'on va voir principalement aujourd'hui pour le fleuve Saint-Laurent. Il s'agit aussi de réaliser le suivi de l'évolution temporelle de la contamination du milieu aquatique par les substances toxiques, en particulier pour le mercure et les changements climatiques. Le mercure, c'est le principal contaminant là, que l'on suit et qui peut répondre de façon importante en face au changement climatique, compte tenu de sa mobilité. On va parler aussi les objectifs, c'est l'évaluation du risque à la santé que représente la consommation des poissons en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ici, on va s'intéresser, il va y avoir beaucoup de nos pêches, il y en a plusieurs qui sont dans des lacs où les pêcheurs sportifs vont pratiquer la pêche. Et on va faire des analyses dans ces poissons-là et ensuite faire une évaluation, faire des recommandations de consommation. Et ces recommandations-là vont être mises dans le guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce que vous pouvez trouver sur le site Internet du ministère de l'Environnement. Ce projet s'inscrit aussi dans la Convention de Minamata sur le mercure signée par le Canada le 10 octobre 2013, les articles 19 et 22, où les pays s'engagent à assurer un suivi de l'évolution temporelle de la contamination mercurielle. Bon, les participants à l'ensemble du programme, c'est le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui est le principal intervenant au niveau de tout le prélèvement des poissons à travers le Québec, dont le fleuve Saint-Laurent, par l'intermédiaire du réseau de suivi ichthyologique du fleuve Saint-Laurent. Il y a le ministère de l'Environnement qui va se charger des analyses au niveau des poissons.
Le ministère de la Santé et les services sociaux, eux, c'est les recommandations et les directives d'évaluation toxicologique des contaminants qu'on mesure dans les poissons. Et on a la participation d'Hydro-Québec au niveau des différentes études qu'ils font dans le nord du Québec pour soit le suivi des réservoirs ou la création de nouveaux réservoirs. Ces résultats d'analyse-là nous sont transmis et sont intégrés dans le guide de consommation du poisson de pêche sportive. Comme vous pouvez voir, l'ensemble du programme couvre l'ensemble du Québec, une grande partie. La partie du Nord, c'est surtout les données d'Hydro-Québec, alors que les données plus dans le Sud, bien, ça va relever des différents échantillonnages que le ministère des forêts, de la faune et des parcs va réaliser au cours des ans et des différents programmes de suivi. Pour réaliser ou standardiser tout, s'assurer un contrôle de qualité, une façon de faire identique à travers toutes les différentes directions régionales du Québec. On a établi, on s'est mis ensemble et on a fait un protocole d'échantillonnage qu'on va standardiser tout l'échantillonnage et la manipulation des poissons. Au niveau du traitement, une grande partie va être faite sur le terrain par les techniciens de la faune pour ensuite nous acheminer les différents échantillons. Dans ce protocole-là, on retrouve l'échantillonnage des poissons, le choix des stations, les méthodes de capture, le nombre de poissons par classe, en fait, préparation des échantillons de poissons, les fiches de pêche, les questions et commentaires, les annexes et toutes les données essentielles pour assurer un contrôle de qualité au niveau du prélèvement. Tous les poissons qui vont être analysés vont être mesurés avec la longueur maximale. Souvent, je le présente ici parce qu'il y avait différentes façons de mesurer dans le passé la longueur des poissons, soit au niveau de la fourche, soit au niveau de la queue. Là. Mais là, on mesure en la repliant. Fait que ça, les données vont être ensuite catégorisées par classe de taille. Fait que pour chacune des espèces, on établit, qu'on va capturer, on établit des classes de taille, petit, moyen, grand, puis les hors classes, et on va donner comment on va intégrer ça, parce que dans le guide de consommation, on va présenter ça, petit, moyen et grand, tous les résultats d'analyse qu'on va mettre dans le guide en fonction des recommandations. Ici, on a dans la dernière colonne le nombre de sites où les espèces ont été capturées, comme le grand brochet, on a capturé à 525 sites des poissons. Et le total des sites qu'on a échantillonnés au Québec, ça représente 1200 sites. Fait qu'on peut voir qu'il y a beaucoup de représentativité au niveau des grands brochets, du doré, au niveau des espèces de poissons qu'on a capturées. Si ça nous donne un peu l'ampleur du réseau, j'ai regroupé de 2015 à 2019 l'ensemble des efforts qu'on met au niveau des analyses comme tel, puis des différents paramètres qu'on va suivre, qu'on va analyser. Fait qu'on peut voir le nombre d'analyses, c'est le nombre de stations en hausse qui va varier de 27 à 75, 79 selon les années de pêche. Tout dépend des programmes d'inventaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Le nombre d'analyses se situe entre 3000 et jusqu'à 9000 analyses. La plus grande partie, ça va être des analyses de mercure. Alors que pour le fleuve, mais on va analyser d'autres contaminants. En fait, souvent, ce que c'est présenté dans le guide, les gens nous posent la question, est-ce que vous analysez juste le mercure? Parce que c'est le mercure qui est le contaminant qui est le plus limitant au niveau de la consommation humaine des poissons, mais on analyse beaucoup d'autres choses, mais on va présenter le contaminant qui est le plus limitant au niveau de la consommation humaine des poissons. Fait qu'on analyse d'autres métaux, on a 18, on va analyser des BPC, des dioxines, des PVDE, qui vont faire partie des analyses qui vont être présentées aujourd'hui. Fait que le fleuve Saint-Laurent, il va représenter au niveau de l'ensemble des analyses de 39 à 9,9 %, dépendamment de l'effort qu'on va avoir mis au niveau de l'ensemble du Québec. Ça nous donne une idée que bon, le fleuve Saint-Laurent est important, mais ce n'est pas la composante la plus importante de l'ensemble du programme.
Sur le fleuve Saint-Laurent, qu'est-ce qu'on suit? On suit, on a ici plusieurs stations, mais aujourd'hui, je vais me limiter à présenter ce qu'on va retrouver au lac Saint-François, du côté sud, les stations 1, 2. Les stations aussi qui vont au lac Saint-Louis, c'est-à-dire les stations 5, 6 et 7, côté sud, côté nord. Et au lac Saint-Pierre, les stations là, qui vont 12, 13, 16, 14, qui sont du côté 16 est dans le centre, mais 15, 16 qui est au centre et 12, 13 qui sont sur le côté nord du lac Saint-Pierre. Ce que c'est qu'on peut peut-être faire un petit rappel ici, c'est que le suivi du fleuve Saint-Laurent, ça a commencé aux alentours de 1975-1976, où il y avait vraiment un programme de connaissances important sur l'ensemble du cours du fleuve. Et c'est là qu'a débuté vraiment le suivi des substances toxiques au Québec, parce que le réseau lui-même est parti quelques années après, aux alentours de 1978, pour s'étendre graduellement sur l'ensemble du Québec maintenant. Mais l'importance qu'on avait de 75-76, c'était ciblé si on avait des gros problèmes de mercure, des gros problèmes de BPC, qui ont amené des correctifs importants pour ces deux substances-là et une réduction des contaminants, comme on va le voir. Bon, pour les analyses qui nous touchent au niveau de denrées jaunes dans la chair, le programme de suivi est principalement axé sur l'analyse des contaminants dans la chair de poisson, parce qu'on va avoir une évaluation de la contamination environnementale, mais en relation aussi avec la santé humaine comme telle. Au tout début du programme, on était parti juste sur des poissons entiers, puis les questions sont vite arrivées. Est-ce que ça présente un risque pour la santé humaine ou pas? Fait qu'il y a eu une réorientation à partir de 1983, puis on a mis la composante chair de poisson comme étant la principale composante, et on a gardé par la suite le meunier noir comme un indicateur pour la protection de la faune terrestre piscivore. Fait qu'ici, ce que c'est qu'on peut voir au niveau des contaminants qu'on retrouve dans le doré jaune au niveau du lac Saint-Pierre, côté nord, on peut voir que les métaux s'accumulent très peu dans la chair des dorés eux-mêmes. Si on regarde les contaminants les plus toxiques, comme l'arsenic, c'est des concentrations très faibles. Le cadmium est non détecté. Le plomb, c'est des valeurs de 0,03 mg par kilogramme. Fait que c'est des valeurs très faibles. Les autres contaminants ne sont pas normés comme tels. On retrouve un peu de sélénium, mais ça, c'est un côté positif pour protéger la toxicité du mercure. Et au niveau santé humaine, le sélénium a un rôle non négligeable. On retrouve un peu de zinc, manganèse, mais c'est pas, il n'y a rien de vraiment significatif pour question de santé humaine pour ce que c'est qu'on va mesurer. Au niveau du meunier noir, on va retrouver des valeurs plus élevées, mais encore là, ce n'est pas des valeurs comme l'arsenic, on reste quand même dans des valeurs très faibles, le plomb aussi, mais les valeurs sont quand même 10 fois plus élevées que dans la chair. Le petit astérix, un astérix représente ces 10 fois, 2 astérix, c'est 100 fois plus élevé. C'est qu'on voit que dans le meunier noir entier, on va avoir des valeurs plus élevées, mais comme tel, il n'y a pas vraiment de dépassement ou de critères comme le cadmium, c'est faible aussi. Fait que donc, là encore, il n'y a pas vraiment de problématique au niveau protection de la faune terrestre piscivore avec les valeurs qu'on va retrouver dans le meunier noir entier. Bon, c'est là on tombe dans les résultats proprement dit. Ça présente le lac Saint-François, ça va du côté sud, le lac Saint-Louis sud, le lac Saint-Louis nord, le lac Saint-Pierre sud et le lac Saint-Pierre nord. Premier constat, au niveau, le secteur le plus contaminé, c'est le lac Saint-Louis sud. Ça a toujours été le secteur le plus contaminé parce qu'il y avait une usine de chloralkali, puis il y avait sur le pourtour du lac, sur le côté sud, dans les îles de la Paix, ça a amené une contamination en mercure qu'on retrouve encore dans les sédiments, puis que se traduit encore maintenant avec un excès de contamination, notamment pour les brochets qui vont s'alimenter plus dans le secteur. Sont plus limités. Et la perche chaude aussi, on va dépasser en 2016, je vais me présenter en 2016, où on était à 0,52 mg par kilogramme. On dépasse juste la norme un petit peu. Et ça se compare à 1997 au niveau de la perche chaude, il n'y a pas de différence. Pour ce que c'est que du doré, là encore, il est plus mobile, il est en dessous de la norme, mais il n'y a pas de grand changement. Le changement majeur, c'est vraiment au niveau du grand brochet où on va voir
une diminution pour les différentes espèces. Toutes les valeurs, si on regarde en 2014, 2016, 2016, il faut dire que le programme d'échantillonnage, on n'est pas toutes la même année. C'est un programme rotatif qui va faire secteur par secteur. C'est pour ça que les données ne sont pas nécessairement toutes de la même année. Fait que ce que c'est qu'on note pour 2016-2014, c'est que toutes les teneurs en mercure dans les poissons sont inférieures à la directive de consommation de la santé humaine pour ce contaminant-là. Donc, c'est vraiment une nette amélioration qu'il y a vu par rapport aux années 1975-1976 où on avait des dépassements fréquents. L'autre, ce que c'est qu'on note aussi, c'est que, bon, au niveau du lac Saint-François et Saint-Louis-Sud, Saint-François-Sud, le doré, on voit une diminution des cas de la contamination. La même chose qu'au niveau du lac Saint-Louis-Sud, où on voit une diminution. Au niveau du lac Saint-Louis-Nord, ben là, c'est resté quasiment pareil. Il y avait pas, ça n'a pas vraiment de changement au niveau de ce lac-là. Ce que c'est qui est par contre un petit peu plus préoccupant, c'est au niveau du lac Saint-Pierre, au niveau du lac Saint-Pierre-Sud et Saint-Pierre-Nord. Sur le lac Saint-Pierre-Sud et le lac Saint-Pierre-Nord, on voit qu'il y a une augmentation des teneurs dans les brochets et dans les perches chaudes par rapport à la période 1995. C'est pas une grosse augmentation, mais c'est une augmentation qui est en hausse, au même titre que les perches chaudes vont augmenter légèrement la contamination. Et les données de 2019 ne sont pas ici, mais ça semble indiquer que c'est une hausse qui se poursuit au niveau du lac Saint-Pierre, Saint-Pierre-Nord. Le Saint-Pierre-Sud, lui, c'est le doré qui se trouve à montrer une augmentation de la contamination en mercure au cours des ans. Non, le doré ne le présente pas sur le côté nord, mais sur le côté sud. Fait que c'est le lac Saint-Pierre, là, au niveau du mercure, qui est un peu une petite problématique à suivre au niveau de la contamination mercurielle, comment que ça va évoluer. Pour ce qui est des BPC, maintenant, les BPC, on utilise la norme de l'Union européenne parce qu'au Canada, la norme qui existe au Canada est encore en révision depuis nombre d'années. Puis, il n'en existe pas à toute fin pratique là, qui est d'actualité. Puis, on a les critères de la protection de la faune terrestre piscivore qui est de 160 microgrammes par kilogramme, qui va s'appliquer plus pour le meunier noir parce que lui, le meunier noir, il est entier. Et ce que c'est qu'on voit au niveau de la norme comme telle, c'est que un petit peu. Là, ce qu'on voit au niveau des BPC, il y a une diminution pour tous les lacs qu'on a étudiés, notamment le meunier noir. Là, on voit qu'il y a une diminution des teneurs de 1997. 2016, donc, sauf le lac Saint-Louis-Nord, qu'on ne voit pas ça, mais pour les autres lacs Saint-Pierre-Sud, Saint-Pierre-Nord, on voit une diminution. Donc, la tendance est à l'amélioration au niveau des BPC en ce qui concerne le fleuve Saint-Laurent. Au niveau des critères pour la santé humaine, si on regarde au niveau des différents dorés, brochets, perches chaudes, tout on est bien en deçà de la directive de la norme de l'Union européenne. Et un autre fait, ben, la norme de l'Union européenne s'applique juste pour 6 congénères et non pour l'ensemble des congénères, alors qu'ici, ce qui est représenté, c'est les BPC totaux, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les totales homologues des BPC. Fait que déjà là, même en mettant toutes les valeurs, on est en deçà de la directive ou la norme de l'Union européenne, donc c'est très sécurisant au niveau des BPC. Puis au niveau du critère de la protection, au niveau des meuniers noirs, ben, en 2014, on voit qu'on est aussi en deçà du critère de protection de la faune terrestre piscivore. Donc pour les BPC, on voit qu'il y a une amélioration de ce côté-là. Pour ce que c'est des PBDE, ben là, on voit qu'il n'y a pas de norme pour les PBDE totaux. Ici, c'est ça qui est représenté. On voit que, bon, la première chose qui saute aux yeux, c'est le lac Saint-Pierre-Sud et Saint-Pierre-Nord qui se démarquent vraiment là, des autres secteurs plus en amont, comme le lac Saint-François, où on va voir une petite diminution là, des PBDE, mais quand même, la majorité, au niveau statistique, ça se démarque le lac Saint-Pierre-Sud pour tous les PBDE totaux. Mais on voit une diminution aussi dans le temps.
Fait que ça aussi, c'est intéressant. Donc, ça nous montre une amélioration de la contamination, une amélioration de la qualité du fleuve Saint-Laurent, ce qui apporte au PBDE totaux. Ça aussi, on a les pentas qui sont les plus toxiques. C'est eux autres qui ont le plus un critère plus restrictif, qui est un critère de 3 microgrammes par kilogramme. C'est une recommandation pour la protection des mammifères. Fait qu'on voit que, bon, au niveau du critère, on le dépassait, bon, le lac Saint-François, le lac Saint-Louis, le lac Saint-Louis-Nord, on ne le dépasse pas. Mais quand on arrive au niveau, on le dépassait, mais maintenant, on est en dessous au niveau Saint-Pierre-Sud, Saint-Pierre-Nord, on est inférieur au critère de 3 microgrammes par kilogramme pour les meuniers noirs entiers. Et donc, là encore, les pentas montrent une amélioration de l'état de contamination. Pour les dioxines et furanes, bon, les dioxines et furanes, si on regarde sur l'ensemble, on a le critère de la faune terrestre piscivore du MELCC, puis la norme de l'Union européenne qui est extrêmement élevée par rapport à bon, en fait, c'est pas élevé nos concentrations sont très faibles au niveau des dioxines dans la chair de poisson, donc ça ne présente pas de risque comme tel pour la santé humaine. Puis là, au niveau du critère, ben, on est limite, mais même là encore en 2019, là, mais les données sont inférieures, au critère pour la protection de la faune terrestre piscivore. Donc, au niveau des dioxines, il n'y a pas de problème comme tel au niveau des critères et des normes toxicologiques. Le portrait de la situation, ben, c'est un résumé de ce que c'est que j'ai présenté. Là, je ne le lirai pas, mais bon, ça regroupe tout ce que j'ai dit précédemment. Puis là, bon, c'est pour les différents contaminants. Et bon, la conclusion, c'est en 2014-2016, et même 2019, dans le cas des dioxines, les lacs Saint-François-Sud, lac Saint-Louis-Nord, Saint-Pierre-Sud présentent un état bon, alors que les lacs Saint-Louis-Sud, Saint-Pierre-Nord affichent un état intermédiaire bon. Puis là, l'état global est jugé intermédiairement bon et la tendance est à l'amélioration, comme je l'ai mentionné. Fait que pour les perspectives futures, c'est la poursuite des analyses individuelles de mercure dans la chair des poissons pour continuer à suivre l'évolution temporelle, notamment dans le contexte des changements climatiques. Informer la population concernant les recommandations de consommation dans le guide de consommation. Et pour rappeler, c'est le mercure qui va être le contaminant le plus limité au niveau toxicologique. Et il se trouve à couvrir tout l'ensemble de la très petite toxicologie qu'il pourrait y avoir pour les autres contaminants. Il va y avoir poursuite des analyses de BPC planaire, dioxine et furane, PBDE dans les meuniers noirs entiers, et poursuite des analyses BPC, PBDE dans des échantillons composites de chair de poisson de grande taille, principalement d'orée jaune. Puis il devrait normalement y avoir un arrêt des analyses de dioxine compte tenu du coût analytique et des très faibles teneurs qui sont mesurées dans la chair des poissons et dans le poisson entier. Puis il va y avoir normalement aussi, lorsque les méthodes sont sur le point d'être au point, il va y avoir l'analyse des paraffines chlorées qui va être ajoutée dans les échantillons composites. Fait que le plan ce que c'est pour en savoir plus dans le plan d'action Saint-Laurent. Puis dans le rapport de l'État sur les ressources en eau des écosystèmes aquatiques du Québec, où vous avez le lien pour retrouver ces informations-là. Et les remerciements, ben, il y a le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, qui est un contributeur extrêmement important dans tout le prélèvement d'échantillons et la préparation des échantillons. Il le suit même de toute la contamination à travers le Québec. Le Centre d'expertise d'analyse environnementale pour la réalisation de toutes les analyses chimiques qui sont faites dans le cadre de ce programme-là. Et la direction de la qualité du milieu aquatique, qui est ma direction pour la préparation des échantillons, donc les techniciens chez nous. Et ben, en fait, tout le personnel technique et professionnel qui a contribué à la réalisation de ce projet-là. Je vous en remercie. Et ça termine ma présentation. Alors, merci beaucoup, M. Laliberté. On reviendra assurément vers vous
pendant la période de questions. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux participants que vous pouvez toujours proposer des questions en continu grâce à l'onglet que vous trouvez en bas de page, là. Donc, c'est l'onglet où on retrouve deux petites bulles qui se chevauchent avec un point d'interrogation sur le dessus. Donc, il suffit de cliquer sur cet onglet, d'inscrire votre question, de ne pas oublier d'inscrire la personne qui fait la demande et également votre intervenant ou votre conférencier ciblé par la question. Donc, sans plus attendre, on est dans les temps, ça va bien. Donc, je vais passer la parole à notre deuxième conférencier, ou je devrais dire conférencière de la journée, Mme Caroline Anderson, qui est également au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et qui va nous entretenir de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux dans le Saint-Laurent, des eaux douces. Et notamment en identifiant les sites potentiels de baignade en lien aussi avec les grandes masses d'eau. Alors, Madame Anderson, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, M. Turcotte. Bonjour à tous, bon après-midi, merci d'être présent. Donc, comme ça a été mentionné, moi aujourd'hui, je vais vous présenter deux indicateurs pour un qui touchent la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux douces du fleuve, c'est-à-dire les sites potentiels de baignade en rive du fleuve Saint-Laurent et les grandes masses d'eau du fleuve. Et donc, je vais parler d'un indicateur à la suite de l'autre. Je vais commencer par faire pour chaque indicateur un bref survol méthodologique. On va se concentrer beaucoup sur le résultat des suivis, puis on va terminer par quelques conclusions et perspectives. Alors, on commence par le premier indicateur, les sites potentiels de baignade du fleuve. Et ici, c'est une photo d'un des sites qu'on suit à Deschaillons. Donc oui, on a des belles plages comme ça au Québec sur le bord du fleuve. Les objectifs de ce suivi-là, c'est de déterminer la qualité bactériologique des plages anciennement utilisées, mais aussi de nouveaux sites qui, on l'espère, dans un futur rapproché, pourraient être potentiellement utilisables. En particulier, on veut sensibiliser la population et les intervenants locaux sur d'éventuelles ouvertures ou réouvertures de sites qui présentent un bon potentiel. Ici, vous voyez les stations que l'on suit. Elles sont au nombre de 16 et elles s'étalent entre Montréal et Québec. Pour chacun des sites, on a des données colligées entre 2003 et 2009 et depuis 2017 jusqu'à maintenant. Le paramètre qu'on suit, ce sont les E. coli. Les E. coli, c'est identifié par Santé Canada comme étant un paramètre pertinent pour déterminer la qualité bactériologique en eau douce. Donc, c'est là-dessus qu'on se concentre pour ce suivi-là. Et pour chaque site, on effectue 10 visites par année, c'est-à-dire une visite par semaine, toutes les semaines, de la fin juin à la fin août. En fait, c'est entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du travail et c'est à ce moment-là que les Québécois sont le plus souvent en contact direct avec l'eau, ils se baignent et c'est là où le risque est accru. C'est la raison pour laquelle on a ciblé cette plage temporelle-là. Pour chaque site, on effectue un échantillonnage selon ce que l'on appelle la méthode du W. Alors, on va s'intéresser à deux profondeurs, 30 cm et 1,2 m. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se maintenir face au courant, puis on va prendre des échantillons en alternant entre les différentes profondeurs, de sorte à avoir 3 échantillons par profondeur. Puis ensuite, on fait un échantillon composite pour chacune des deux profondeurs. Et avec l'ensemble des données que l'on a obtenues là, pour les concentrations de coliformes, on va faire une moyenne arithmétique par site, par moment de visite, pour pouvoir établir une cote de qualité au moment de la visite. Et cette cote de qualité-là, elle peut s'étaler de la cote A pour une excellente qualité jusqu'à la cote D pour une mauvaise qualité. Et la cote D, elle équivaut en fait à une concentration en E. coli supérieure à 200 unités par 100 ml. Ça, c'est la concentration qui est identifiée par Santé Canada comme étant celle à partir de laquelle il y a un risque accru pour la santé du baigneur. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est quelques indicateurs qui vont revenir dans le cadre de ma présentation et c'est des indicateurs qui vont nous aider à mieux comprendre la qualité bactériologique de l'ensemble des sites qu'on suit. Tout d'abord, il va y avoir le pourcentage de sites de qualité. Ça, c'est le pourcentage de sites sur le total des sites qui ont scoré une cote de qualité A ou B. Ensuite, on a le pourcentage de jours baignades. C'est le pourcentage de jours pour lesquels on a eu une cote A, B ou C. En fait, si on ramenait ça sur une année, pour un exemple, on regarderait le nombre de sites fois le nombre de visites et ce serait le pourcentage de jours où on peut se baigner sur 160 jours. Troisième indicateur, les sites à bon potentiel, c'est le pourcentage de sites où la baignade va être possible au moins 70% du temps et qui obtient aussi une cote annuelle qui serait de A, B ou C.
Puis enfin, j'ai un dernier indicateur qui, lui, ce n'est pas un indicateur de qualité de l'eau, mais un indicateur qui va aider à expliquer la qualité de l'eau. C'est le pourcentage de temps sec. C'est le pourcentage de visites où les précipitations le jour, la veille et l'avant-veille de l'échantillonnage sont inférieures à 5 mm. Et pourquoi on s'intéresse au temps sec? C'est qu'en fait, si vous regardez dans la littérature, le temps de pluie est généralement lié à une dégradation de la qualité bactériologique de la qualité de l'eau. Souvent, en temps de pluie, on va avoir davantage de débordements d'eau usée dans le milieu récepteur. On peut avoir de l'eau qui ruisselle aussi, peut-être en milieu agricole, entre autres. Tout ça peut acheminer divers contaminants, dont des bactéries, des contaminants d'origine bactérienne vers les milieux aquatiques. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à cette variable-là. Au total, les sites de bon potentiel de baignade, l'indicateur site de bon potentiel va nous servir pour statuer sur l'état global du fleuve Saint-Laurent en vertu des sites potentiels de baignade. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le nombre de sites à bon potentiel, on va regarder leur pourcentage, puis en fonction d'où ça se situe sur l'échelle que vous avez devant vous, on va pouvoir statuer sur l'état global du Saint-Laurent. À titre d'exemple, si plus de 80% des sites qu'on suit scorent un bon potentiel, on pourrait dire que l'état global de cet indicateur pour le fleuve, il est bon. Et on va voir justement dans quelques instants comment ça se traduit. Donc, on passe au résultat et ici, c'est un autre des sites que l'on suit. Il est situé à Francheville, sur le bord du lac Saint-Pierre. Donc, l'état global du fleuve, en vertu de cet indicateur-là, il est intermédiaire. En fait, 65% des sites ont un bon potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut se baigner au moins 70% du temps à presque le 2/3 des sites suivis. Et que ces sites-là, ils ont une cote annuelle allant de A à C. Si vous vous rappelez, là, la cote D, c'est la cote à laquelle vraiment là, on ne veut pas aller à l'eau. Donc, c'est un état intermédiaire parce que 65%, c'est quand même bien, mais on note qu'il y a quand même un petit peu plus du tiers des plages ou des sites potentiels de baignade, en fait, où il y a un risque à la santé, où on veut éviter la baignade pour l'instant. Maintenant, on va regarder comment ça se répartit sur le territoire, ces stations-là. Ici, on a les cotes de qualité bactériologique pour la plage datée 2017-2019. Vous voyez qu'il y a une station en bleu qui a une qualité excellente. Il y a 3 stations en rouge qui ont une qualité dégradée. Puis après ça, ça oscille de part et d'autre. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au niveau statistique, il y a une différence statistiquement significative entre ces sites-là. Ils sont distincts les uns des autres et on peut donc prétendre qu'il y a des effets, entre autres, locaux qui vont faire que ces sites-là vont se différencier. Dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter des données regroupées par plusieurs sites qui vont être regroupés ensemble. Alors, il va y avoir le tronçon 1. Ce sont des sites qui sont situés en amont des rejets des eaux usées non désinfectées de la région de Montréal. Donc, on présume dans ce cas-ci que les influences vont être liées à des événements locaux qui sont en amont du rejet de Montréal. Ensuite, on a le tronçon 2. Le tronçon 2, lui, ce sont des sites qui, selon s'ils sont plus sur la rive nord ou la rive sud, peuvent être dans le panache bactérien de la région de Montréal. Ceci étant dit, vous allez voir aussi dans les masses d'eau du fleuve tantôt, ce qu'il faut savoir, c'est que l'écoulement des eaux du fleuve dans ce secteur-là se fait de façon laminaire, c'est-à-dire que les masses vont se longer les unes et les autres et peuvent se mélanger. Donc, quand il y a un contaminant qui est dans une des masses d'eau, ça va tendre à rester relativement longtemps dans cette même masse d'eau. C'est pour ça que je vous parle de différence entre les rives nord et les rives sud, entre autres, là, pour les impacts de la région de Montréal. Ensuite, le tronçon 3. Le tronçon 3, c'est des sites qui s'étalent de Francheville à Deschaillons. C'est des stations qui vont être influencées davantage par des événements locaux, comme peut-être ce qui vient de tributaires à proximité, mais il n'est pas impossible qu'il y ait encore un certain effet du panache de l'île de Montréal et des environs là, qui se retrouvent à cette hauteur-là selon les courants, selon les niveaux d'eau. Enfin, on a le tronçon 4, qui est dans la région de Québec. Donc là, on est vraiment loin de la région de Montréal. Ce qui se passe à ce niveau-là, c'est plus des événements à l'échelle locale. Alors, regardons la distribution des cotes de qualité par tronçon 2017-2019. Ce que l'on voit ici, c'est le tronçon 1, c'est le tronçon en amont de Montréal. On peut noter une dégradation évidente de la qualité de l'eau avec le fait qu'on se retrouve avec beaucoup plus de cotes de qualité polluée lorsque l'on passe immédiatement de l'amont à l'aval de Montréal. Et il y a un certain rétablissement en se dirigeant vers Québec,
Malheureusement, vous noterez que l'on perd complètement dans nos échantillons. Là, il n'y a plus aucun échantillon qui score une cote A. On a un signal similaire quand on regarde nos indicateurs que je vous ai présentés tantôt. Je vous les rappelle, il y a le pourcentage de sites de qualité, pourcentage de jours baignables, sites à bon potentiel, puis en jaune ocre, c'est le pourcentage de temps sec. Ce qu'on voit, c'est que quand on passe de l'amont à l'aval de Montréal, du tronçon 1 au tronçon 2, il y a une diminution de la qualité de l'eau qui se retrouve, dans le fond, ça transparaît parce que nos indicateurs, ils suggèrent une qualité dégradée à cette hauteur-là. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'en allant vers Québec, il y a une certaine amélioration. Par contre, il y a aussi une variation dans le pourcentage de temps sec à Québec. Le pourcentage de temps sec était plus élevé qu'ailleurs. Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où on a fait nos échantillonnages dans la région de Québec, les températures étaient un peu plus clémentes. Donc, ce n'est pas impossible que l'amélioration qu'on voit dans la région de Québec soit aussi teintée par le fait qu'on avait des conditions un petit peu meilleures. Néanmoins, vous regarderez que le pourcentage de temps sec entre l'amont et l'aval de Montréal, le tronçon 1 et 2, il est à peu près égal. Donc, on peut prétendre que c'est vraiment ce qui se passe localement au niveau de la région de Montréal qui a une incidence ici sur la qualité de l'eau. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est l'état 2017-2019 et je vais vous présenter maintenant comment ça se distribue dans le temps depuis le début de nos échantillonnages en 2003. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a beaucoup de variabilité dans nos différents indicateurs. Il y a des années où les indicateurs ont des notes particulièrement faibles, donc ça suggère une qualité de l'eau qui est moindre. Et il y a des années où la qualité de l'eau, elle est meilleure. Qu'est-ce qui explique ça? Eh bien, oui, il y a un lien avec le temps sec. Nos trois indicateurs sont corrélés significativement avec le pourcentage de temps sec, et ça, c'est des données par année. Ça veut dire, grosso modo, qu'une année plus pluvieuse, lors d'une année plus pluvieuse, on va avoir globalement une qualité des eaux du fleuve plus dégradée. Donc, il y a un lien avec tout ça. Et pour essayer de diminuer un petit peu l'effet de la grande variabilité interannuelle, parce qu'on voulait tenter de statuer est-ce qu'il y a un changement, est-ce qu'il y a une amélioration quand même au niveau des sites potentiels de baignade, on a regroupé les données par bloc de 3 années. Donc, au tout début de notre suivi, un bloc avant l'interruption, il y a eu une interruption de 2010 à 2016 dans le suivi, puis un autre bloc de 3 ans à la reprise du suivi. Et de façon générale, il y a un peu le temps sec qui varie. On voit en 2007-2009, les indicateurs sont peut-être un petit peu plus bas, mais le temps sec est un petit peu moindre aussi. Ça a été un bloc d'année peut-être un peu plus vieux. Il n'y a pas de grandes différences. Et quand on rapporte ça sur la figure que vous voyez ici, où on statue sur l'état global de l'indicateur, vous voyez la variabilité entre les années, mais si vous regardez les blocs d'années, on stagne à la catégorie intermédiaire. Il n'y a pas eu suffisamment de changements pour qu'on change de catégorie à ce niveau-là. Donc, pour résumer ce premier indicateur, on voit que l'état global des sites de baignade, il est intermédiaire. Cet état, il semble se maintenir depuis 2003-2005. Et la qualité, elle semble majoritairement affectée par ce qui se passe dans le secteur de Montréal. Et il y a un effet des débordements en temps de pluie de façon globale annuellement. Maintenant, on va passer au deuxième indicateur, les masses d'eau du fleuve. Alors, la différence ici, les sites potentiels de baignade, on était en rive, on étudiait seulement un paramètre de qualité bactériologique. Alors que les masses d'eau du fleuve, on va aller voir, pas en rive, mais ce qui coule au centre du fleuve, et on va s'intéresser à une plus grande palette de paramètres physico-chimiques. Et la raison de ce suivi-là, c'est qu'on veut suivre l'évolution de ces différents paramètres-là dans le temps pour pouvoir statuer sur l'effet des différents travaux d'assainissement qui ont été effectués au Québec depuis plus ou moins la dernière vingtaine d'années. Et justement, le suivi a débuté au courant des années 1990 et on a présentement 28 stations qui sont actives et qui sont, comme vous le voyez sur la carte ici, localisées entre Valleyfield et Québec. L'échantillonnage a lieu pour chacun de ces sites-là de mai à octobre. On a un échantillon par mois, tous les mois. Et il y a aussi quelques stations pour lesquelles on a des échantillons à l'année. Par contre, dans les résultats que je vous présente aujourd'hui, je n'ai utilisé que les données de mai à octobre pour être homogènes. Et il y a une douzaine de paramètres courants que vous voyez affichés à l'écran qui sont suivis. Pour l'échantillonnage, on va tout d'abord faire un prélèvement d'eau. L'eau va être prise à 1 mètre de la surface. Et parallèlement au prélèvement d'eau, on va également prendre des mesures à l'aide d'une sonde.
Encore là, il y a quelques cas de figure qui sont différents, mais la majorité des stations va les échantillonner comme ça. Il y a quelques cas de figure où l'eau va être prise à partir d'usines de filtration d'eau potable qui puisent leur eau dans le fleuve. Ces données-là qu'on collige, elles vont nous permettre de compiler l'IQBP5. C'est l'indice de qualité bactériologique et physico-chimique. Et pourquoi le 5? C'est que cet indice-là, il est basé sur 5 paramètres. Et on juge en fait que ces 5 paramètres-là, ils sont représentatifs de la qualité générale de l'eau en fonction de divers usages que vous voyez ici. Il y a la baignade et les activités nautiques, la protection de la vie aquatique, l'approvisionnement en eau potable et l'eutrophisation. Et je vous fais fi des détails de calcul de l'IQBP5, mais ce qui est important à savoir, c'est que l'IQBP5 nous permet d'attribuer des classes de qualité par site. Ces classes-là vont de bonnes à très mauvaises. Et encore une fois, pour statuer sur l'état global de cet indicateur-là, Maslow du fleuve, on va aller s'intéresser au pourcentage de sites dont l'IQBP est de bonne qualité. Alors, il y a une échelle un petit peu similaire, comme vous voyez tantôt, et ce qu'on va regarder ici, c'est quel est le pourcentage de sites où l'IQBP5 est bon? Et si c'est, dans l'exemple ici, mettons que c'est plus de 66 %, mais on statuerait que l'état global de cet indicateur-là, il est bon. Maintenant, regardons ce que ça dit côté résultat. Alors, tout d'abord, la répartition spatiale des sites. On voit qu'on a, de la variété. On a des IQBP5 très bons et on a des sites qui affichent aussi un IQBP5 très mauvais. On va décortiquer ça zone par zone, là, parce qu'effectivement, la carte est quand même petite. Inquiétez-vous pas, on va zoomer, on va regarder zone par zone. En premier, on va juste regarder les 2 stations les plus en amont, Valleyfield et La Salle. C'est 2 stations où la qualité de l'eau, selon l'IQBP5, elle est bonne. Il n'y a pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Par contre, quand on arrive à la hauteur de Montréal, et ici, à la pointe de la flèche que vous voyez à l'écran, c'est l'endroit où il y a le rejet des eaux non désinfectées de Montréal. Et ces eaux-là vont aller affecter surtout la masse d'eau qui coule au centre et au nord du fleuve. Et c'est justement ce qu'on voit sur la carte ici. L'eau coule du bas vers le haut. Et tout ce qui est dans le chemin du panache de Montréal va présenter une qualité selon l'IQBP5 qui va aller de douteuse à très mauvaise. Elle est encore douteuse sous le pont La Violette, rendu dans le secteur de Trois-Rivières, et c'est encore une fois le panache bactérien de la région de Montréal qui se rend jusque-là. Par contre, à la hauteur de Québec, là, la situation elle est quand même meilleure. On a des IQBP5 qui se situent entre satisfaisant et bon. Au total, ce que ça donne, c'est que presque un site sur 2 présente un IQBP5 bon, ce qui confère à cet indicateur-là un état global d'intermédiaire bon. Alors, la situation elle est quand même plutôt bien, mais on voit qu'il y a quand même des sites qui présentent une qualité qui est détériorée. Et justement, on parle de coliformes fécaux, la fréquence et les amplitudes de dépassement, dépassement des critères pour les différents paramètres que l'on suit, c'est une information qui va nous aider à mieux décortiquer ce qui se passe à l'échelle de chaque site. Ici, c'est pour l'ensemble des sites. Ce que vous allez voir sur le graphique ici, on va parler de critères de qualité de l'eau pour les différents paramètres. Les bâtonnets, c'est la fréquence, les tirets, c'est l'amplitude. Et ce que ça nous dit, c'est, si on regarde les coliformes fécaux tout à gauche, on a en fait 45 % des échantillons qui dépassent le critère de qualité de l'eau pour le contact direct, c'est-à-dire pour la baignade. Donc, 45 % des échantillons dépassent le critère pour la baignade, et quand ça dépasse d'environ 5 fois le critère. Bref, lors de la prise d'un échantillon sur 2, on ne voulait pas trop se tremper le pied à cet endroit-là. De l'autre côté, il y a 2 paramètres complémentaires. Donc, à votre droite, ce n'est pas des paramètres qui sont inclus dans l'IQBP5, mais c'est des paramètres pour lesquels on peut calculer les dépassements de critères. Et vous voyez que la turbidité présente beaucoup de dépassements. En fait, il y a 53 % des échantillons qui dépassent la valeur repère fixée pour la turbidité par le ministère. Et quand ça dépasse de pas loin de 2 fois la valeur repère. Autrement, vous voyez qu'il y a quelques autres dépassements. Il y a les matières en suspension qui sont quand même assez liées à la turbidité. Il y a les coliformes fécaux pour le contact indirect qui dépassent les contacts indirects. Ça, c'est pour, par exemple, la pêche ou le canottage.
Et si on regarde le phosphore, qui est un paramètre clé qui est important au Québec parce que c'est un paramètre qu'on va surveiller pour éviter l'eutrophisation du milieu aquatique, le phosphore, lui, présente des dépassements dans seulement 8% des échantillons. Donc, c'est quand même pas si mal. Et au total, il y a un seul site qui a une médiane qui dépasse le critère de 0,03 mg par litre fixé pour la protection de la vie aquatique. Alors, on vient de voir les états 2015-2017. Maintenant, on va passer aux tendances. On va regarder les tendances temporelles par paramètre. On va s'intéresser à comment ces paramètres-là ont évolué depuis à peu près la vingtaine, les dernières 20 années. Et je vais commencer par les paramètres liés à l'IQVP5, puis après ça, on va voir aussi 6 paramètres complémentaires pour lesquels on a cette information-là. Et ce que vous allez voir, en fait, vous allez voir comme ici des graphiques en pointe de tarte où il y a 3 couleurs. Donc, en fuchsia, vous allez avoir le pourcentage de sites qui présentent une hausse significative dans les concentrations de 10 paramètres qu'on va regarder. En gris, c'est une absence de tendance significative et en turquoise, c'est une baisse significative. Et ce que l'on voit ici pour le phosphore, pourquoi j'ai présenté le phosphore en 2 temps, c'est qu'il y a eu un changement de méthodologie dans nos laboratoires qui fait que pour l'instant, on ne peut pas comparer les données antérieures à 2011 avec celles qui sont de 2012 en montant. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'entre 1995 et 2011, il y a une diminution significative des concentrations de phosphore à presque un site sur 2 dans le fleuve, ce qui est une excellente nouvelle. Et en moyenne, cette diminution-là, elle est d'environ 5 microgrammes par litre. Ça aussi, c'est quand même pas si mal. Pour 2012-2018, la diminution se poursuit seulement pour 8 des sites. Par contre, c'est une plage temporelle qui est relativement restreinte. Donc, les prochaines années, les données qu'on va compiler au fur et à mesure qu'on arrive dans les prochaines années, ces données-là vont nous permettre de voir si c'est une tendance qui devient plus ferme. Maintenant, pour les formes d'azote, l'azote ammoniacal, c'est relativement stagnant. Pour les nitrites-nitrates, c'est majoritairement stagnant, mais il y a quand même environ un site sur 4 qui présente une diminution significative des concentrations. Alors ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Les nitrites-nitrates entrent en jeu. On parlait tantôt du phosphore et de son lien avec l'eutrophisation. Les nitrites et les nitrates vont entrer en jeu dans l'eutrophisation des systèmes aquatiques et ils vont avoir un impact en particulier au niveau de l'estuaire. Pour les coliformes fécaux, c'est majoritairement stagnant. On voit qu'il y a quelques améliorations, mais si vous vous rappelez, quand on a regardé le graphique sur les dépassements, il y a des améliorations au niveau des coliformes fécaux, mais de façon générale, on est encore trop élevé. On dépasse encore très souvent les critères de protection, les critères pour la baignade. Enfin, on regarde la chlorophylle A ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de fuchsia. Alors, de façon quasi généralisée, on a des augmentations significatives de la chlorophylle A dans le fleuve, mais cette augmentation-là, elle est plutôt marginale, elle est de 1 microgramme par litre. Qu'est-ce qu'il y en a pour les paramètres complémentaires? Tout d'abord, un premier groupe de 3, le carbone organique dissous, le pH et la température. Ces 3-là, c'est relativement stagnant, il ne se passe pas grand-chose, mais je voulais attirer votre attention sur les températures. 81% de nos sites présentent une tendance à l'augmentation des températures, même si ce n'est pas significatif. Donc, peut-être que les prochaines années, on va voir quelque chose se pointer qui va être de plus en plus significatif. On garde notre œil là-dessus. Maintenant, aux autres paramètres complémentaires, conductivité, matière en suspension, turbidité. Là, ici, il se passe quelque chose. Il y a des augmentations significatives et pour la turbidité, c'est 100% des sites qui présentent une augmentation significative dans la turbidité depuis à peu près les 20 dernières années. Et cette augmentation-là, elle est en moyenne de 191%. Ça varie de 89% à 424%. Donc, c'est vraiment très marqué au niveau du fleuve. Alors, en résumé, pour cet indicateur, l'état global des masses d'eau du fleuve, il est intermédiaire bon et on a vu que la qualité pour les QVP5, elle est surtout influencée par les coliformes fécaux et cet état-là, il se maintient depuis le début de nos suivis, depuis les premières publications dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent, on en est à un stade d'intermédiaire bon. Et c'est probablement lié au fait que les coliformes stagnent ou ne s'améliorent pas suffisamment pour générer un changement de classe. Heureusement, bonne nouvelle, il y a des améliorations significatives pour le phosphore et ça, c'est en concordance avec ce que l'on observe sur les principaux tributaires du fleuve. Je vous invite à regarder les travaux de mes collègues Martine Grenier et Michel Patoine qui ont été publiés dans le rapport sur les ressources en eau du ministère de l'Environnement qui en parle. Donc, c'est une bonne nouvelle.
et ça suggère qu'il y a un effet positif des politiques et des travaux qui visent à réduire l'utilisation du phosphore et son rejet dans l'environnement, tant ici au Québec que chez nos collègues là, un petit peu plus haut dans les Grands Lacs. C'est une bonne nouvelle. Je vous aurais parlé de plein d'autres paramètres. Il y a les nitrites et les nitrates aussi qui sont intéressants. Si vous avez vu la présentation de M. Starr lundi dernier qui parlait de l'hypoxie, d'eutrophisation de l'estuaire, les nitrites et les nitrates, c'est quelque chose de vraiment intéressant et je vous laisse me poser la question si vous voulez que j'en parle dans la période de questions, mais pour l'instant, on va aborder les conclusions et les perspectives, puis on va terminer tout ça. Alors, si on me pose la question, comment se porte le fleuve en ce qui concerne les deux indicateurs suivis? Je vous dirais bien, c'est pas si mal, mais il reste encore du travail à faire. On voit qu'il y a quand même des diminutions pour certains paramètres. On dépasse quand même encore les critères. Donc, oui, il y a du travail à faire, mais on voit des améliorations. Et ce que l'on peut dire, de toute évidence, c'est que les deux indicateurs nous livrent un message similaire, c'est que les eaux usées de la région montréalaise, elles affectent les usages du fleuve et que lors des infections, ça devrait améliorer significativement la qualité de l'eau du fleuve et on l'espère peut-être même permettre la baignade à certains endroits. Et enfin, qu'est-ce qu'il y en est du futur? L'effet des changements climatiques, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. On a changement climatique dans le nom de notre ministère. On s'y intéresse et c'est sûr qu'on se pose des questions sur ce que l'on observe au niveau de la hausse de la chlorophylle A, alors que le phosphore est en diminution, les nitrites et nitrates sont peut-être en diminution aussi. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Peut-être la hausse de la température. On se pose des questions aussi sur la turbidité et les matières en suspension qui sont en croissance dans le fleuve. Est-ce que les crues importantes des dernières années ou les précipitations plus intenses qui sont pressenties avec l'effet des changements climatiques, est-ce que tout ça, ça a un rôle à jouer là-dedans? Peut-être. Puis enfin, on se pose la question aussi sur la qualité bactériologique des eaux du fleuve. On parle en changement climatique de précipitations extrêmes, d'événements extrêmes, de précipitations plus fréquents. Est-ce que ça pourrait causer des débordements plus fréquents et altérer la qualité de l'eau? Peut-être. Nous, nos suivis, c'est des suivis à long terme. Fait que j'espère que dans 10 ou 20 ans, je vais pouvoir revenir vous en parler. Et pour en savoir plus, je vous invite à aller sur le site du Plan d'Action Saint-Laurent ou encore regarder le rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec sur le site du ministère de l'Environnement. Il y a plus d'informations là-dedans sur la présentation que j'ai faite aujourd'hui, mais aussi sur l'information sur les tributaires du fleuve si vous êtes curieux. Puis, je veux remercier tous ces gens qui ont contribué aux deux indicateurs. En fait, c'est des suivis à long terme, hein, donc il y a beaucoup de gens qui ont soutenu à bout de bras ces suivis-là. Je les remercie et je vous remercie pour votre attention. Oui, alors, merci beaucoup, Mme Anderson. Merci pour cette intéressante présentation. Je rappelle aux conférenciers de fermer leur micro une fois qu'ils ont complété leur conférence. Vous aurez de toute façon l'occasion de répondre aux éventuelles questions. Pour ce qui est justement des questions, je rappelle aux participants que vous pouvez en poser directement en utilisant donc l'onglet dans le bas de votre page, un onglet où vous voyez deux petites bulles superposées avec un point d'interrogation. Donc, il suffit d'inscrire vos questions à l'intérieur de cette petite application-là et bien sûr en indiquant le destinataire de vos questions. Sans plus attendre, on est toujours dans les temps, c'est parfait. Donc, je vais introduire M. Peter Galbraith. M. Galbraith est associé au ministère des Pêches et des Océans du Canada, donc le MPO, et il va nous entretenir des processus océanographiques, température, oxygène dissous et acidification. Alors, M. Galbraith, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Processus océanographique, température, oxygène dissous, acidification. En fait, c'est conditions océanographiques, probablement un titre qu'on va changer un jour. Excusez. Ah, OK, je l'ai trouvé. Donc, c'est un indicateur sommaire qui englobe plusieurs petits indicateurs, dont 3 sur les différentes couches de température du golfe Saint-Laurent. Et puis, l'oxygène dissous et l'acidité. L'acidité, on va se limiter à l'estuaire du Saint-Laurent. Alors ici, on voit sur cette figure-là une coupe verticale, si on veut, de la température en fonction de la profondeur dans le golfe du Saint-Laurent. Puis la couche de surface, c'est celle vraiment qui est très bien couplée à l'atmosphère, qui va vraiment se réchauffer selon des saisons.
En hiver, on va avoir une couche froide qui va refroidir près de la moitié de tout le volume du golfe Saint-Laurent, près du point de congélation. Puis c'est ce restant de froid-là qui va subsister quand le printemps va réchauffer la surface. On va emprisonner le froid de l'hiver ici dans ce qui va demeurer à l'intérieur de la colonne d'eau comme couche intermédiaire froide qui est née l'hiver précédent de l'été où on la regarde. Si bien que n'importe quand au mois d'août, on peut aller dans le golfe et trouver encore des températures sous 0 degré Celsius. Les eaux profondes, elles, c'est les eaux qui nous viennent de l'océan. Ils ne subissent pas de variation avec les saisons. Puis on va voir qu'ils sont suctionnés un petit peu du talus continental, mais ils ont quand même des variations de température interannuelles. L'oxygène dissous et l'acidité nous viennent des mesures prises à l'estuaire du Saint-Laurent. Alors, toutes ces données-là, ils viennent, la température va venir de télédétection, bien sûr, température de surface, mais tout ce qui est dans la colonne d'eau nous vient du programme de monitorage de la zone atlantique ici, qui est un programme zonal à pêche-océan qui inclut plusieurs zones, la région du Québec, mais aussi les Maritimes et Terre-Neuve et Labrador, pour occuper toutes ces lignes de transect-là plusieurs fois par année. Pour la région du Québec, on se limite bien sûr au golfe Saint-Laurent. Puis on fait 4 relevés par année où on essaie de couvrir l'ensemble du golfe avec des relevés océanographiques qui vont prendre des mesures de température, salinité, etc., mais aussi des bouteilles d'eau pour prendre des échantillons biochimiques. Puis on a aussi une station de monitorage à beaucoup plus haute fréquence. Chacun des points ici représente une visite. Donc, habituellement, en été, c'est une visite hebdomadaire en petite embarcation de 33 pieds ici qu'on garde dans la marinière de Rimouski, où on va déployer une rosette comme ça, le même genre d'instrumentation qu'on retrouve sur les gros navires, en légèrement plus petit, plus compact, pour profiler jusqu'à 320 mètres de profondeur, la température, la salinité et prendre des échantillons d'eau. Donc, en premier lieu, mon premier indicateur de l'indicateur solaire, c'est la température de surface. Ici, la ligne noire vous montre la climatologie de 30 ans du cycle annuel de la température de l'eau de surface du golfe Saint-Laurent, qui est en fait toute la région du golfe. Ici, ça, c'est une carte du mois d'août. Alors, la première variable qu'on va regarder, c'est la moyenne de mai à novembre. Donc, tout ce qui est dans la partie pas affectée par l'hiver, si on veut, la partie qui est libre de varier avec la température de l'air, parce qu'évidemment, en hiver, on est limité par le point de congélation. Ensuite, on va regarder le maximum qui est atteint au mois d'août, pas vraiment le maximum, mais la moyenne du mois d'août. Ensuite, on va regarder quand le réchauffement de l'été croise l'isotherme de 12 degrés Celsius. Donc, c'est une question de temps à ce moment-là, un timing phénologie. Puis, la même chose pour quand est-ce qu'on va refroidir en deçà du 12 degrés. Donc, ça nous donne 4 façons de regarder un petit peu la température. Si on prend un exemple, ça, c'est les données pour 2020. En bleu, ici, c'est une climatologie de 30 ans. Et puis, la ligne noire montre les données hebdomadaires pour moyenner sur le golfe pour 2020. Alors, on voit la moyenne ici, mai à novembre, qui était près de la normale, la moyenne du mois d'août, qui était au-dessus de la normale, et puis le temps quand on traverse l'isotherme de 12 degrés, qui était hâtif au printemps, donc plus chaud que la normale, à cause que les eaux étaient chaudes. Et puis, même chose, on a recroisé cet isotherme-là une semaine et demie avant le temps normal à cause de vent que tout brassait l'eau puis qui nous a donné des conditions plus froides. Si on veut faire un seul indicateur avec tout ça, ben c'est dur la température, c'est pas un contaminant. Alors, c'est difficile d'établir un seuil, dire l'eau est trop chaude, c'est pas bon. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'établir si une température était bonne ou mauvaise, si elle ressemblait à la climatologie à long terme. Donc, on se base sur une climatologie de 30 ans, on fait des anomalies normalisées, c'est-à-dire qu'on prend la valeur moins la climatologie divisée par l'écart type de la variance, pour quantifier chacune des années de comment elle varie en termes d'écart type par rapport à ces climatologies à long terme. Puis ensuite, on va faire ça pour chacune des 4 séries temporelles, on va faire la somme des valeurs absolues de ces valeurs normalisées-là. Alors, ça donne cette série temporelle-là depuis 1971. Puis, on voit que dans les dernières années, ensuite de ça, on a déterminé que c'était près de la climatologie, c'est bon. Puis, plus on s'éloigne, moins c'est bon.
un petit peu delphique, puis c'est sûr qu'on pourrait changer les intervalles où on décide que c'est moins bon, mais bon. Alors, l'indice était intermédiaire bon en 2013-2017, qui est la période qui est publiée pour nous dans le portrait global, et plutôt stable depuis 2000. Ensuite de ça, on a les températures de la couche intermédiaire froide et la glace. Parce que la glace aussi, la couche intermédiaire froide est née l'hiver et la glace aussi est née l'hiver. Alors, en premier lieu, la couche intermédiaire froide, donc le froid qui est né l'hiver d'avant, ben, la climatologie de sa température ressemble à cette carte-là, finalement, là, dans le golfe Saint-Laurent, avec une échelle qui va de -1 dans ces eaux très en violet ici, dans la cuvette de Mécatina. En bleu, ici, on a sous quand même 0, puis on atteint juste 0 dans les tons de vert. Alors ça, c'est la climatologie à long terme de cet indice-là, mais c'est quand même un indice qui varie beaucoup. Alors, je vous remonte la climatologie ici, puis les années extrêmes. Le plus froid qu'on a vu dans les années depuis les années 80, où on a des bonnes données, c'est 2003. Puis on voit que autour de la moitié de la superficie du Golfe avait un minimum de température inférieure à -1 degré Celsius, tandis que dans l'année la plus chaude, en 2012, ben, le plus chaud qu'il pourrait y avoir, c'est autour de 0. Alors, dans l'ensemble, ça peut différer là, du minimum, du plus chaud au plus froid, d'à peu près 2 degrés Celsius. Ensuite de ça, cette couche intermédiaire froide-là, bien, elle occupe, comme on dit, une couche intermédiaire, mais sur le plateau madelien, qui a juste des profondeurs autour de 60 à 80 mètres peut-être, bien, cette couche-là, elle va être assise sur le fond. Donc, elle va complètement influencer l'habitat benthique, si on veut, qui est sur le fond du plateau madelien. Alors ça, c'est une carte de la climatologie, de la température sur le fond au mois de septembre sur le plateau madelien. Chacun de ces points noirs-là, c'est l'échantillonnage dans une année typique. Ça, c'est une couverture pour une certaine année que j'ai choisi de mettre là, juste pour vous donner un indice de il y a combien de points que ça prend qu'on a chaque année pour ça. Alors, 2 indicateurs qu'on peut faire à partir de ça, c'est la température moyenne sur toute la région, et deuxièmement, la superficie occupée par les eaux plus froides que 1 degré Celsius, qui est ici montré en bleu. Ça peut varier. Ça, c'est la climatologie, mais ça peut être plus grand que ça, puis ça peut être juste la moitié de ça, comme c'était cette année en 2020. Ensuite, il y a la glace. Bon, pour suivre la glace, on va regarder la semaine de la saison de glace où il y en a le plus à chaque année. Ça, c'est la climatologie 1981-2010 de la semaine où il y a le plus de glace. Puis ça représente, on peut avec ça calculer un volume moyen, puis un volume pour chaque année. Puis le volume moyen est à 69 km3. Petite parenthèse, actuellement, il y a moins de 1 km3 de glace sur le golfe Saint-Laurent. On est dans des situations records depuis 1969. Bon, comment ça peut varier ça? Énormément. La même climatologie 91-2020. L'année la plus chaude où il y a eu le moins de glace, 2010, il y a pratiquement, ça c'est ici, c'est de la glace qui est rentrée par le détroit de Belle-Île du plateau du Labrador, presque au 0 formation locale dans le Golfe. L'eau était trop chaude. Condition maximum, en 2003, ben, on a 107 km3 qui est près du double finalement de la climatologie. Donc la glace, ça peut varier de rien énormément, le double de la climatologie. Pourquoi? Le golfe Saint-Laurent est à peu près l'extrémité sud dans l'hémisphère nord où il y a de la glace qui se forme. Alors, évidemment, en étant à l'extrémité sud, ben, il y a des années où il s'en forme pas, ou des années où il s'en forme plus. Il y a énormément de variabilité. Alors, pour faire un indice avec ça, même chose qu'avec la température de l'air, on va considérer que si on est près de la climatologie à long terme, ben c'est bon. Puis si on s'en éloigne, soit parce que c'est trop froid ou c'est trop chaud, bien là, on va dégrader finalement notre indicateur. Alors, de la même façon, on a calculé des anomalies normalisées pour chacun des paramètres, des 4 paramètres que je vous ai montrés. Puis, on en fait la somme. Mais ici, je vous garde le signe finalement en montrant si on en sort parce que c'est trop froid ou parce que c'est trop chaud. En 2013-2017, malgré l'indice était bon,
malgré 2 années intermédiaires bons, il a quand même moyenné à bon. Puis on note aussi que les anomalies maintenant sont chaudes plutôt que froides depuis l'an 2000, tandis que dans les années 90, on était dans des anomalies froides. Donc la tendance depuis 1990 est nettement au réchauffement de nos hivers, qui cause des couches intermédiaires froides plus faibles et des couverts de glace aussi plus faibles. Dans les températures des eaux profondes, ben, la variabilité sous la couche intermédiaire froide, elle ne sent pas les saisons. C'est une variabilité plutôt lente qui est contrôlée finalement par la circulation estuarienne. On a de l'eau douce qui coule à Québec, ça se mélange avec le sel, l'eau de mer. Fait que l'eau qui nous passe ici en face de Rimouski, ben, elle est salée forcément, ce qui crée un déficit de sel qu'il faut qu'il soit comblé. C'est ça, la circulation estuarienne. Il se fait une succion, un appel d'eau de l'océan qui va se produire ici, tout au bout du talus continental, à l'embouchure du chenal laurentien. Dans les eaux profondes, il va y avoir une succion d'eau. C'est un mélange d'eau froide du Labrador et d'eau chaude du Gulf Stream. Puis, comme on voit dans cette série temporelle-là, qui date de plus de 100 ans, depuis 1915 à 150, 200 et 300 mètres, particulièrement à 300 mètres, on a un fort réchauffement depuis ce temps-là, qui est presque une ligne droite, mais même pire depuis 2010. Alors, ça signifie qu'il y a un enrichissement en eau du Gulf Stream, moins d'eau du courant du Labrador, plus d'eau du Gulf Stream. À chaque année, on craint ça un petit peu. Ces eaux-là aussi sont moins riches en urchin dissous. Les eaux du Gulf Stream, c'est les plus vieilles eaux. Alors, en rentrant ici, ils ont un temps de transit d'à peu près 2 ans avant de traverser le détroit de Cabot, 3 ans supplémentaires pour se rendre à Tadoussac. Donc, dans ces 5 ans-là, il se produit du mélange. Donc, la température, les gros extrêmes de température sont perdus un petit peu, mais l'oxygène dissous, elle, va continuer de décroître par respiration biologique. Donc, ici, je vous ai rajouté les quelques dernières années après 2017, puis vous voyez que la température, elle a continué de battre des records. En fait, depuis 2015, à chaque année, on bat le record centenaire de l'année d'avant. J'ai fait une présentation hier de l'état de l'océan pour l'Institut Maurice-Lamontagne et j'ai fait 11 entrevues médiatiques hier et aujourd'hui. Alors, vous allez peut-être voir ça passer aux nouvelles. Si on montre un petit comparatif de ce que ça donne comme différence, ben, en 2009, ça c'était la cartographie, si on veut, du maximum de température dans les eaux profondes. Puis ça avait une moyenne sur l'ensemble du Golfe de 5,2 degrés. Puis rendu en 2020, on avait une moyenne de 6,7 degrés. Donc, on a monté de 1,5 degré dans les eaux profondes du Golfe. La ligne noire de contour ici, c'est l'isotherme de 7 degrés Celsius. Ça, c'est des eaux qu'on a commencé à voir rentrer dans le détroit de Cabot il y a quelques années seulement. Puis là, ils ont envahi complètement les chenaux esquimants et pas complètement, mais partiellement ou en bonne partie, les chenaux esquimants et anticosti. Ces chenaux-là sont moins profonds que l'ensemble du Golfe Saint-Laurent. Les chenaux profonds ici, ils peuvent avoir 500 mètres. Mais ici, on est dans ces eaux-là, 300 mètres et 250 mètres. Donc, ces eaux-là vont commencer à toucher le fond et affecter les habitats de poissons de fond de façon remarquable. Donc, de la même façon qu'on a fait avec les températures de surface, on construit l'indicateur pour les températures profondes en faisant la somme des anomalies pour chacune des profondeurs, des anomalies normalisées. On voit qu'on était dans la dernière section ici, 2013 à 2017, à un état intermédiaire mauvais, avec des records centenaires de température depuis 2015. On va voir dans la dernière page, je vais remettre les dernières données qu'on a, puis on voit qu'on s'en va vers quelque chose de moins beau. Pour l'oxygène dissous, l'hypoxie, bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des eaux qui sont aussi connectées à la température de l'eau parce que les eaux du Gulf Stream, qui rentrent en plus grande proportion dans le Golfe, sont plus chaudes. Alors, si j'ajoute à cette figure-là, qui montre l'oxygène dissous en pourcentage de saturation mesuré à la station Rimouski, qui est située ici dans l'estuaire, où on va mesurer une fois par semaine en été, je vais superposer la température, puis vous allez voir qu'il y a une assez bonne correspondance entre les deux, parce que c'est très lié
au mélange qui se fait entre les eaux du Gulf Stream qui sont chaudes et les eaux du Labrador qui sont froides et qui sont plus riches en oxygène. Donc, décroissement d'eau du Labrador plus riche en eau du Gulf Stream, ben, l'oxygène dissous décroît. Ça explique pas toute la variabilité. Michel Sarr nous en a parlé il y a 2 jours. On a établi le seuil où c'était bon à 30 %, qui est un seuil où on définit l'hypoxie assez généralisée. Il y a des différences, par exemple. Déjà au-dessus de 30 %, il y a plusieurs organismes qui commencent à mal tolérer la situation. Puis on a établi de façon un petit peu delphique 15 % que ça allait être vraiment notre endroit qu'on ne voulait pas dépasser, mais on a peu de contrôle dessus, malheureusement. Pour l'acidité, je n'en parlerai pas non plus beaucoup parce que vous avez une présentation complète là-dessus de Michel Sarr il y a 2 jours, mais ça va de soi avec les eaux qui rentrent dans l'estuaire, qui sont aussi plus acides. Ça contribue à cette détérioration-là. Donc, en 2017, à la fin de notre période 2013-2017, on était à la situation record de cette série temporelle-là à l'époque quand on l'a publié, les eaux les plus acides. Depuis le temps, Michel a continué de mesurer de nouvelles données et puis a pu allonger cette série-là jusqu'à 2020. Ça s'est amélioré légèrement un petit peu après le 2017, mais à 2020, on a encore un nouveau record de la série temporelle. Bon, il faut faire un indice avec tout ça. Il faut combiner tout ça dans un seul indicateur sommaire. Donc, on a fait simplement la somme de ces indicateurs-là. On avait les températures peu profondes qui étaient intermédiaires bons. On avait les températures intermédiaires de la glace qui étaient bons. On avait le reste qui était intermédiaire mauvais, soit les températures profondes, l'oxygène dissous et l'acidité. On fait la somme des indicateurs et puis ça nous donne finalement un indicateur qui tombe à intermédiaire. Bon, ici, on termine à 2017. Nous, dans le programme de monitorage, on fait ça de façon annuelle. On rapporte ces conditions-là à toutes les années. J'ai présenté les conditions 2020 hier. Alors, presque pour toutes, sauf l'oxygène dissous, on est en mesure d'établir la suite des choses. Alors là, j'ai simplement, sans changer les échelles, rajouté les dernières années. Puis on voit ce qui s'est passé ici avec les températures dans la nuit profonde où ben, ça prendrait plus de catégories passé mauvais. Là, on est vraiment à l'intérieur. Donc, on voit, malgré les 2 premières années du prochain portrait global pour nous, qui était quand même dans le jaune, si on veut dire, ben, là, on va décidément changer de couleur avec les 2 prochaines années. Et puis, bon, c'est certain que la tendance dans tous ces indicateurs-là est à la décroissance. Ceux-là qui nous paraissent relativement bons, parce qu'ils sont quand même tous dans des tons relativement faibles, mais on voit quand même la tendance lourde, hein, où on avait des années froides et de plus en plus chaud avec la variabilité interannuelle. Alors, si on se projette dans le futur, ben, on peut prévoir que ces conditions-là, en particulier intermédiaires, vont se détériorer. Les hivers au Québec se réchauffent plus de 2 fois plus rapidement que les étés et vont avoir un effet sur ces indicateurs-là. Je vous remercie. Alors, merci, M. Galbraith. Sans plus attendre, je vais introduire notre 4e conférencière aujourd'hui. Donc, il s'agit donc de Mme Sophie Lacourcière. Mme Lacourcière est chargée de projet au comité ZIP Les Deux Rives et elle va nous entretenir de la caractérisation des eaux riveraines du Saint-Laurent. Alors, Mme Lacourcière, la parole est à vous. Oui, vous m'entendez? Jean-Éric, est-ce que tu peux juste me confirmer, s'il te plaît, que vous m'entendez bien? Tout est bon. Parfait. Alors, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter notre projet de caractérisation des eaux riveraines du Saint-Laurent. C'est un projet qu'on a démarré en 2020 et qui va aussi se poursuivre en 2021.
Et c'est un projet qu'on fait en collaboration avec l'UQTR. Le chercheur qui travaille avec nous sur ce projet-là, c'est François Guillemet, pour ceux qui le connaissent. Alors, l'objectif de notre projet, c'est d'identifier les sources et la dynamique des polluants en zone peu profonde. On veut vraiment créer une base de données pour aller voir qu'est-ce qui se passe en rive. Sur le territoire qui nous intéresse, on a vu aujourd'hui avec Caroline, dans le fond, qu'il y a seulement 2 stations qui sont suivies pour la qualité de l'eau, pour la baignade. Donc, nous, on voulait vraiment aller chercher plus de données à ce niveau-là. Et avec ça, on veut justement aller cibler des secteurs soit qui sont plus problématiques ou qui sont plus intéressants à mettre en valeur. Le projet se déroule sur le territoire d'intervention de la ZIP Les Deux-Rives, donc il concerne 5 MRC. Sur la rive nord, on a la ville MRC de Trois-Rivières, la MRC des Chenaux et la MRC de Port-Neuf. Et sur la rive sud, on a la MRC de Bécancour et la MRC de Lobinière. Vous avez ici les points bleus. En fait, ça, ce sont des stations qui sont prises en bateau. Et les stations en jaune, qui sont des stations terrestres, qui sont situées à l'embouchure des principaux tributaires et qui se prennent au pont. Donc, si vous regardez plus précisément un peu comment on a positionné nos stations, ici, c'est l'exemple de la rivière Bécancour. Donc, on a une station vraiment au pont, près de l'embouchure du tributaire, et des stations vraiment situées en rive. Comme ça, on va pouvoir aller voir, par exemple, est-ce que la physico-chimie de l'eau est similaire? Est-ce qu'on retrouve, en fait, le panache de la Bécancour? Ou au contraire, quand ça arrive au fleuve, il y a un gros mélange qui se fait avec les eaux du fleuve. On a aussi positionné des stations à des endroits stratégiques sur le territoire, par exemple devant les quais ou les plages. Au total, il y a 75 stations. Il y en a 46 sur la rive nord et 29 sur la rive sud. Et parmi les 75 stations, il y en a 16 qui sont terrestres. En 2020, on a fait 5 campagnes d'échantillonnage entre le mois de juin et le mois d'octobre à raison d'une par mois. Il y a 5 autres campagnes qui sont prévues aussi pour 2021. Pour chaque campagne, on doit quand même mobiliser beaucoup de monde. On a 2 bateaux qui font la rive nord et la rive sud simultanément. On a aussi 2 équipes terrestres qui s'occupent d'aller prendre les échantillons vis-à-vis les ponts. Et on a besoin aussi de monde à l'UQTR, des étudiants, entre autres, pour accueillir ces 75 échantillons-là et commencer le traitement. Mais le plus grand défi dans ce projet-là, ça reste qu'on ne peut pas aller échantillonner n'importe quand. On a besoin d'une combinaison précise de marée haute à Neuville le matin. Et ça survient seulement 2 fois par mois environ. Et pourquoi on a besoin de ça, en fait? Bien, vous savez, dans le coin de Port-Neuf, les marées sont beaucoup plus importantes. On parle d'à peu près 4 mètres de marnage. Donc, on a plusieurs stations qui sont tout simplement pas accessibles à marée basse. Et quand la marée monte, bien là, dans la mesure où on veut suivre le panache d'un tributaire, bien là, tout ça se mélange. Puis si on va prendre l'échantillon au mauvais moment, on n'aura pas vraiment le panache du tributaire. Donc, une fois que la marée a atteint son maximum, 1 heure après, l'inversion de courant est terminée, puis là, tout ça se met à couler dans le bon sens, et là, on peut démarrer notre échantillonnage. Ici, c'est l'exemple. En fait, on voit bien sur cette image-là les différences qu'il peut y avoir entre les panaches et les masses d'eau. On voit bien que c'est marqué la différence. Donc, si on prend, par exemple, un échantillon à chacun des 3 points jaunes, on risque d'avoir des données qui vont être très différentes. Donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de prendre l'échantillon toujours au même endroit et toujours au même moment dans le cycle de la marée. Donc, si vous avez les données qu'on récolte, température, pH, conductivité, oxygène dissous, azote, phosphore et coliformes fécaux. Aujourd'hui, les données que je vais vous présenter, ça concerne uniquement les coliformes fécaux parce que c'est les données qu'on a en main actuellement. Les coliformes fécaux, ce sont des bactéries qui vivent dans les intestins des animaux à sang chaud, dont les humains font partie. On a aussi le sang chaud. Et dans ce projet-là, on va aussi on a envoyé des échantillons à 2 reprises pour faire ce qu'on appelle du source tracking, c'est-à-dire qu'on va aller être capable de savoir l'origine des coliformes, s'ils sont d'origine humaine ou animale, et ça va même jusqu'à savoir si on peut même savoir de quel animal il provient. Est-ce que ça provient d'un bœuf, d'un cochon, d'un oiseau? Donc, ces données-là, par contre, ils sont traités à l'extérieur dans un autre laboratoire, ils ne sont pas traités à l'UQTR, et c'est pour ça qu'on ne les a pas encore. Par contre, on a les données de dénombrement
qui sont traités à l'UQTR. Donc, une fois que l'échantillon est filtré et qu'il est incubé dans une gélose, on peut procéder au dénombrement. Donc, vous avez ici des exemples d'échantillons peu contaminés, moyennement contaminés et très contaminés. Donc, une fois qu'on a justement le nombre de coliformes qu'on a par échantillon, ça correspond à une classe de qualité de l'eau. Caroline en a parlé un petit peu tout à l'heure. Dans le fond, lorsqu'on a moins de 200 unités de formation par 100 ml d'eau, on se retrouve ici, nous, dans les classes excellent, bon et passable, et tous les usages récréatifs sont permis. Lorsqu'il y a plus de 200 UFC, là, on est dans la qualité orange, mauvaise en fait, et là, la baignade et les autres contacts directs avec l'eau sont compromis. Par exemple, ski nautique et activités de ce genre. Et lorsqu'il y a plus de 1000 unités, bien là, c'est la classe rouge. Là, c'est tous les usages récréatifs qui sont compromis, y compris les usages de contacts indirects comme canot, kayak, pêche, par exemple. Maintenant que vous avez en tête les couleurs, le code de couleurs, ce qui signifie, on va aller regarder les résultats par MRC, en commençant par la MRC de Trois-Rivières. Donc, vous avez les 5 campagnes d'échantillonnage, juin, juillet, août, septembre et octobre. Donc, on voit que c'est très contaminé à Trois-Rivières, à part la station 11 qui se trouve à être juste ici, en fait, qui est directement dans la rivière Saint-Maurice, où là, la qualité de l'eau permet une baignade sécuritaire. Si on regarde pour des chenaux, c'est quand même aussi très contaminé, un petit peu moins pire en juillet-août, il y a un petit peu de jaune et de vert qui apparaît. Et à Port-Neuf, où là, quand même, ça va mieux. Pour le mois de juillet et le mois d'août principalement. Si on se déplace sur la rive sud, ben là, déjà, on voit qu'il y a beaucoup moins de rouge. Hein? L'image change, puis de juin, juillet, août, ça va bien, il y a quand même pas trop de dépassement. Et c'est un peu la même chose pour le Binière. Donc, si on prend le total de tout ça, vous avez ici en haut l'ensemble de la rive nord, les sites côte à côte, et l'ensemble de la rive sud juste en dessous. Là, c'est sûr, les gouttes sont plus petites en haut parce qu'il y a plus de stations sur la rive nord, mais quand même, on voit d'un premier coup d'œil qu'il y a plus de contamination sur la rive nord que sur la rive sud. Par contre, le code de couleur, il est intéressant parce que c'est visuel, mais ça ne nous donne pas d'indication sur l'ampleur du dépassement. Donc, c'est pour ça que je vais vous mettre le tableau des chiffres. Inquiétez-vous pas, on ne va pas regarder ça en détail. En fait, la seule chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que sur la rive nord, on a des dépassements de l'ordre de 4 000, 5 000, 6 000, alors que sur la rive sud, les seuls dépassements, les plus grands dépassements, ça ne dépasse pas 2 000. Donc, tout ça pour dire que les dépassements sont plus fréquents sur la rive nord, mais sont aussi de plus grande amplitude. Donc, si on fait un petit bilan de tout ça, on constate que bon, la contamination est plus importante au printemps et à l'automne. Ça, c'est quand même quelque chose qui est bien connu au Québec. Là, justement, c'est des saisons où il y a plus de précipitations, donc plus de débordements dans les systèmes de traitement des eaux usées. Au niveau de l'agriculture, il y a plus de sol la nuit à ces saisons-là, donc plus de lessivage de contaminants vers les cours d'eau. Aussi, vous l'avez vu, de façon générale, la rive nord est plus contaminée que la rive sud. Par contre, quand même, au mois de juillet, au mois d'août, dans la MRC de Port-Neuf, sur la rive nord et sur la rive sud, ben, la qualité de l'eau est quand même souvent bonne pour la baignade. Autre constat, il y a une forte contamination à Trois-Rivières. Là, je vous rappelle que les données que je vous ai montrées aujourd'hui, ça concerne uniquement les coliformes fécaux. On a encore plein d'autres données à analyser dans le cadre de ce projet-là. Par exemple, quand on va regarder l'azote, le phosphore, peut-être que les données, peut-être que ça va être différent, peut-être que la rive sud va ressortir plus contaminée que la rive nord parce qu'on sait que l'agriculture est un peu plus présente. Donc, il y a plein d'autres. On n'a pas encore les données de source tracking. Il nous reste aussi toute une autre année de données à aller chercher. Donc, on a encore du travail au niveau des analyses de ces données-là. Vous avez probablement remarqué que dans mes tableaux, il y a des trous, il y a des cases grises. Donc, les données manquantes, il y a différentes raisons. La première, en juin, c'était encore le début du déconfinement. Ce n'était pas tous les laboratoires qui étaient réouverts. Donc, on a eu un problème d'approvisionnement en bouteilles. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait uniquement nos stations en bateau. On a laissé tomber les stations terrestres, vu qu'il y a des suivis quand même qui se font au ministère sur ces stations-là.
Ensuite de ça, au mois d'août, on a eu des problèmes techniques. En fait, il y a un des 2 bateaux qui a eu un problème de moteur et qu'en plein milieu de l'échantillonnage, a dû arrêter en fait l'échantillonnage. Donc, ça a créé quand même des données manquantes. Et la question du temps. Comme je le disais tantôt, on arrive à l'UQTR avec quand même 75 échantillons à traiter. Il y a peu de temps qu'on a pour traiter les coliformes fécaux. On a environ 24 à 48 heures. On n'est pas les seuls à apporter des données non plus. Donc, il y a quelques échantillons comme ça là, qui n'ont pas pu être traités dans le temps imparti. Qu'est-ce qui est à venir dans ce projet-là? Bien, justement, quand on aura plus de données, une base de données plus solide, on va aller la diffuser les résultats au MRC et aux communautés riveraines. Et aussi, bien, justement, comme je l'ai dit un peu au début, on veut bâtir un plan d'action pour aller travailler les différentes problématiques et les opportunités de mise en valeur. Alors, je termine ma présentation avec un petit vidéo que mon collègue a réalisé cet été. Ça donne un petit aperçu du terrain. J'espère que vous allez entendre le son. J'ai cliqué sur le bouton, mais j'ai eu des problèmes de partage d'écran, fait que je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais sinon, vous allez avoir l'image. Et dans le fond, ça donne un aperçu justement d'une journée de terrain. On fait quand même un 200 km de bateau avec une trentaine d'arrêts. Donc, c'est quand même c'est des grosses journées, mais c'est tellement beau sur le fleuve qu'on s'en plaint pas. Alors, ça devrait partir, oui. Donc, on va passer en mode questions-réponses. Donc, je vais inviter les 4 conférenciers à s'assurer que leurs micros sont ouverts. On a reçu une dizaine de questions. Étant donné le temps est parti, je pense qu'on a quand même relativement du temps pour répondre à tous, mais je vais vous demander d'être quand même relativement concis dans vos réponses. Mais je vais probablement aussi me permettre d'avoir la liberté de sélectionner les questions, pas forcément dans l'ordre, pour m'assurer que différentes personnes puissent être sollicitées pour les questions. En temps normal, si on est assez rapide dans nos réponses, on devrait pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Alors, la première question vient de Benoît pour l'organisme Le CIO. S'adresse à Denis, La Liberté. Le taux à la hausse des cas de mercure en 2019 en comparaison aux autres années, est-ce seulement dû au plus grand nombre de sites d'analyse? Et est-ce que les traces de mercure seraient donc moindres en temps général? Non, c'est dû à... il y a pas de... C'est dû à ce qu'il y a probablement une augmentation des teneurs en mercure dans les poissons. C'est les effectifs au niveau de l'échantillonnage du nombre de poissons est comparable aux autres années. Fait que c'est d'expliquer pourquoi, je ne sais pas, mais on voit que depuis 1995, 96, 97, qu'il y a une augmentation là, des teneurs en mercure, particulièrement là, dans le doré brochet au niveau du lac Saint-Pierre. Fait que ça reste à expliquer pourquoi. Là. Le traitement final n'est pas complété, mais c'est ce que je vais faire cette année là, pour essayer de mieux comprendre pourquoi que ça. C'est une petite tendance, ce n'est pas une grosse, mais c'est le seul point là, qui semble négatif là, pour actuellement. Parfait. Merci beaucoup pour la réponse. Deuxième question sera adressée par Mme Marie-Josée Gagnon pour Caroline. Donc, pour l'échantillonnage des E. coli et pour déterminer la qualité de l'eau des plages, est-ce que les échantillonnages sont faits suite à un brassage relatif des sédiments?
complément à cette question-là. Lorsqu'il y a présence de baigneurs, les fonds sont remis en suspension et la personne se demande si la qualité bactériologique est généralement moins bonne à ce moment qu'au moment où on a un échantillonnage sans baigneurs. Oui, ben c'est une bonne question. En fait, notre protocole d'échantillonnage est fait en sorte que lorsqu'on se déplace sur le site, il faut arrêter et il faut attendre que le nuage de sédiments se soit déposé avant d'échantillonner. Parce que oui, effectivement, vous avez raison. Lorsqu'il y a du brassage de sédiments, on peut augmenter les concentrations de E. coli, entre autres, là, dans l'eau qu'on prélève. Donc, on évite d'avoir un brassage d'eau et c'est pour ça aussi qu'on remonte on fait face au courant et on remonte progressivement en prenant nos échantillons. Des cas de figure où il y avait beaucoup de baigneurs au moment des échantillonnages, on m'en a pas parlé du côté de l'équipe technique qui avait eu des grosses problématiques. Là. Normalement, on fait attention, mais c'est pas impossible que certaines journées... La plupart des sites, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des sites potentiels de baignade. Il y en a seulement, je crois, 2 qui sont des sites actifs présentement, où oui, il pourrait y avoir pas mal de baigneurs, mais sinon, c'est très éparse. Donc, je pense que l'impact est relativement faible. Puis peut-être côté brassage du sédiment, un petit complément, c'est qu'on a 7 de nos stations qui sont en zone de marée. Et ce que l'on fait, c'est qu'on prend note il y a des moments précis où on va échantillonner ces sites-là et on fait les deux. On fait marée descendante et marée montante. Puis on compile les données aussi là-dessus. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de vous les présenter, mais on voit des différences en fonction des marées. Donc, grosso modo, oui, le brassage des sédiments, c'est quelque chose à quoi il faut faire attention quand on fait nos prélèvements. On fait de notre mieux. C'est pas impossible qu'il y ait des journées où, pour toutes sortes de raisons, on prend des notes aussi sur la température, le vent, tout ça. Donc, oui, il y a des moments où il pourrait y avoir des impacts de baigneurs, mais aussi de vent fort, de brassage, et ainsi de suite. Parfait, merci beaucoup. Ma prochaine question s'adresserait à M. Peter Galbraith. Dans le cadre de votre présentation, vous avez évoqué des mesures prises à une profondeur jusqu'à 300 mètres. Pourquoi pas plus ni moins? C'est une bonne question. En fait, il y a moins. Hein. J'ai montré les séries temporelles à 150, 200, 250, 300 mètres. Pourquoi pas plus? 300 mètres, c'est une bonne question. C'est la plus grande profondeur qu'on peut prendre du détroit de Cabot jusqu'à l'estuaire. Le détroit de Cabot, il est plus profond que ça. Là. Il dépasse 400 mètres. Mais si en remontant le chenal laurentien, il y a en fait un seuil juste avant le bassin de l'estuaire où on a une profondeur seuil à 295. Là. Fait que finalement, les eaux de 300 mètres sont capables sensiblement de se rendre jusqu'en amont. Il y a aussi une raison historique, parce qu'on veut des longues séries temporelles. Évidemment, maintenant, on descend des CTD, ce qu'on appelle CTD dans l'eau, des sondes très précises au millième de degré électroniques. En 1915, ça n'existait pas. Hein. Il y avait des bâtithermographes, là, où est-ce que c'était quelque chose qui variait avec la température qui gravait, puis la pression qui gravait une plaque de métal. Là. Puis, on avait des thermomètres à renversement pour calibrer tout ça. Thermomètre à renversement très précis, où il est à l'envers, le mercure est déconnecté du thermomètre lui-même. Puis, en fait, il est connecté. On descend en profondeur, puis là, on le fait tourner pour déconnecter le mercure. Donc, on a conservé le mercure qui est déplacé pour la température de l'eau. Donc, dans les vieilles données, 1915, ça va être des données de bouteilles, de thermomètre à renversement. Puis 300 mètres, ça va être une des profondeurs standards qui étaient mesurées. Donc, on a des données à cette profondeur-là très loin dans le temps. Alors, oui, merci beaucoup, M. Galbraith, pour cette réponse éclairante. Ma prochaine question s'adresse à de la part de Mme Brigitte Laberge à Sophie Lacourcière. Est-ce que le suivi sera poursuivi au-delà de 2021? Bien, pour le moment, le financement qu'on a obtenu, là, malheureusement, vous n'avez pas vu la petite vidéo, mais on voyait aussi nos partenaires financiers. Donc, ce projet-là est financé en grande partie par le fonds Alcoa, mais les MRC aussi ont mis de l'argent pour ce projet-là. Mais là, pour l'instant, on a du financement jusqu'à 2021. Mais c'est sûr que peut-être qu'on pourra éventuellement poursuivre là, si les bailleurs de fonds veulent poursuivre avec nous. Oui, merci bien, Mme Lacourcière. On vous le souhaite à tout le moins.
La prochaine question de Simon est adressée à M. Laliberté. Les concentrations de PBDE dans les poissons du lac Saint-Pierre sont-elles dues à l'émissaire de la Ville de Montréal? Ben là, j'ai pas d'analyse récente sur les PBDE dans les émissaires de Montréal, mais de toute évidence, c'est fort probable que ça doit venir d'un effluent municipal important pour avoir fait un changement aussi visible des teneurs en PBDE dans les poissons, là. Fait que, donc, il faudrait le confirmer. Il y a probablement eu dans le passé des analyses de PBDE dans les effluents de la Ville de Montréal, là, mais je ne les ai pas en main, ces analyses-là, mais disons que je suspecterais fort que ça provienne de cet effluent-là, là, les contaminants, parce qu'au lac Saint-Louis, on n'en trouve presque pas, ni au lac Saint-François, fait que donc ça prend une source, un effluent important pour amener cette contamination-là. Merci beaucoup, c'est très précis. Sinon, une question posée de façon anonyme, Caroline. Pourquoi le trou de 8 ans dans les données de colis dans les sites de baignade? Qu'est-ce qui explique ce gap? Oui, donc effectivement, il y a eu une interruption du suivi de 2010 à 2016. Puis ça a été lié au fait que l'analyse des premières données là, entre 2003 et 2009, ça nous donnait tout le temps les mêmes résultats. Puis mon prédécesseur, Serge Hébert, qui s'occupait de ce suivi-là, avait jugé bon de faire une interruption parce que tant qu'il ne se passait rien au niveau des rejets à l'échelle de Québec et de Montréal, on semblait vraiment mesurer la même chose de façon redondante. Donc, pourquoi qu'on a recommencé en 2017? C'est qu'à ce moment-là, l'information qu'on avait, c'est qu'au niveau de l'usine de traitement de Montréal, il allait se passer quelque chose pour l'ozonation. Finalement, ça s'est avéré être un projet de longue haleine et ce n'est pas encore effectif. Mais nous, on a recommencé en 2017 en espérant pouvoir avoir peut-être un petit peu de avant, pendant et après de ce qui se fait à Montréal. Là, pour l'instant, on poursuit quand même si Montréal, ça a été retardé. Et on espère qu'avec les prochaines années, on va voir ces résultats-là se pointer. Donc, bref, on avait cessé le suivi parce qu'il y avait de la redondance dans les données. Et ça prend vraiment un petit choc au niveau du fleuve là, pour qu'on voit un changement de classe. Alors oui, merci pour votre réponse. Une question posée de façon anonyme à M. Galbraith. L'eau de la couche profonde prend 3 ans du talus continental ou bien du Cabot Strait? Oui, du talus continental au détroit de Cabot, c'est à peu près 2 ans, puis c'est un 3 ans supplémentaire pour se rendre à l'estuaire du Saint-Laurent. On le voit finalement dans les anomalies de température. Quand on les trace à 300 mètres, là, on va voir une anomalie rouge se propager à chaque coupure, si on veut, en se rapprochant de l'estuaire. Puis on va voir qu'en général, là, une anomalie va prendre 3 ans pour atteindre l'estuaire. Bien sûr, elle va être modifiée. Il y a eu beaucoup de brassage entre les deux. À des profondeurs moindres, à 200 mètres, par exemple, souvent, on va voir les mêmes anomalies en même temps se propager partout dans le golfe. Puis ça, c'est plus un indice, pas de propagation horizontale, mais d'un changement vertical dans la colonne d'eau un petit peu partout. Une espèce de pompage là, qui remonte ou qui descend la thermocline. Alors, il faut faire attention dans nos interprétations, mais à 300 mètres, c'est pas mal clair que le gros signal qu'on voit, c'est de l'advection et non pas des changements verticaux. Merci. Excellent, c'est tout à fait éclairant. Alors, la prochaine question ici de M. Maxime Brien pour Mme la coursière. Avez-vous évalué le coût de ce type d'échantillonnage, soit une évaluation par échantillon ou encore par kilomètre linéaire? En fait, on n'a pas. Chaque échantillon n'aura pas nécessairement le même coût parce que, par exemple, quand je vous parlais de source tracking, ça, c'est des analyses plus coûteuses. Là, je ne peux pas vous dire un chiffre par échantillon parce qu'on n'a pas encore les factures. Mais ces échantillons-là, on peut pas. Par exemple, on n'a pas pu faire nos 5 campagnes du source tracking parce que c'est plus cher. On a sélectionné 2 mois, le mois de juillet et le mois d'octobre, pour voir si on allait avoir une différence là, marquée au niveau de la quantité de coliformes humains versus animaux avec l'automne et l'été. Puis l'année prochaine, on va pouvoir refaire 2 de ces campagnes-là, mais
quand on parle, par exemple, juste de coliformes fécaux, azote, phosphore, c'est pas quelque chose qui coûte très cher à faire parce que les données sont traitées à l'UQTR. Ils sont partenaires, puis même le source tracking, on partage aussi la facture avec l'UQTR. Mais non, j'ai pas de prix là, au mètre linéaire. Parfait. De toute façon, j'imagine que le salaire du technicien qui fait l'échantillonnage rentre aussi en ligne de compte. Alors, évidemment, il y a une différence si c'est pris en charge par un OBNL, un gouvernement, un universitaire. Donc, évidemment, ce serait difficile de tracer un prix unique pour ce genre d'intervention-là. Donc, une question issue de M. Jean Paquin qui s'adresse à M. Laliberté. Pourrait-on vérifier les naphthalènes chlorées en même temps que les paraffines chlorées? Normalement, oui, parce que c'est des substances qui peuvent être extraites dans le dichlorométhane. En fait, là, je me mélange un peu avec ce que c'est hier sur la rivière Yamaska avec l'extracteur. Mais oui, dans les poissons, ça devrait pouvoir être extrait puis analysé simultanément. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant parce qu'on s'est limité sur certains paramètres. Les méthodes d'analyse, il faudrait vérifier si on les a. Je crois que oui, au niveau du laboratoire. Mais il y a toujours un coût analytique qui est associé avec chaque paramètre qu'on rajoute et en fonction de la problématique aussi qu'on veut identifier. Si les concentrations risquent de ne pas être très importantes, est-ce que ça justifie de dépenser beaucoup d'argent pour faire ces analyses? Il faudra voir, là, mais jusqu'à maintenant, là, je ne les ai pas fait faire. Il faudrait que j'ai des données qui nous indiquent que ça vaut vraiment la peine de le faire là, en fonction des concentrations qu'on peut présumer retrouver dans les poissons. Là. Parce que déjà, là, les PBDE, qui sont substances qui ont été quand même très utilisées, on retrouve des concentrations qui ne sont pas très élevées dans la chair des poissons. Là, fait que, ça demande... il faudrait que j'ai des données un peu plus précises pour voir si ça vaut la peine. Parfait. Merci, M. Laliberté, pour votre réponse. Une question de la part de M. Michel Starr pour Caroline. Alors, qu'est-ce qui explique l'augmentation très significative de la messe? J'imagine que c'est la matière en suspension. La matière en suspension est constituée de quoi? Pourcentage de matière en organique? C'est une bonne question. On n'a pas analysé de quoi était composée la matière en suspension, donc on ne le sait pas à ce stade-ci. Ça nécessiterait des études plus poussées. Pour ce qui est de l'augmentation significative, parmi les hypothèses, c'est sûr que la turbidité, ça, c'est vraiment partout. Fait que les matières en suspension, c'est à 38% des sites, ça constitue un peu la turbidité. Fait que les hypothèses, c'est, bon, possiblement, la chlorophylle A est en hausse, les matières en suspension sont en hausse, la conductivité est en hausse, la turbidité est en hausse. Donc, ça suggère qu'il y a plus de particules dans la colonne d'eau. Fait que rendu là, il faut vérifier, il faut faire des vérifications. On ne le sait pas franchement, mais ça serait une combinaison d'un peu tout ça. Puis ça pointe vers aussi, on parle de changement climatique, là, j'en ai parlé à la fin de la présentation. La température de l'eau du fleuve semble vouloir être en augmentation, ce n'est pas encore significatif, mais est-ce que ça pousse un peu sur plus de chlorophylle, de matière en suspension? Les coups d'eau, les grosses crues qu'on a eues, ce sont des hypothèses pour l'instant. On n'a pas la réponse et ça prendrait plus d'études, comme je dis, entre autres, pour de quoi est constituée cette matière en suspension-là. On n'a pas fait ces analyses-là, malheureusement, pour l'instant. Parfait, merci. Question posée de façon anonyme à Mme Lacourcière. Est-ce que d'autres comités ZIP, à votre connaissance, ont fait des échantillonnages similaires? À ma connaissance, non. Je ne sais pas si toi, Jean-Éric, tu as eu connaissance de ça, mais non, à ma connaissance, non. C'est quand même une logistique qui était compliquée à mettre sur place, puis qu'on a bûché longtemps pour voir comment ça allait fonctionner, tout ça. On a fait des tests aussi, mais c'est ça, c'est pas... j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres DIP qui ont fait ça. À ma connaissance non plus.
À ma connaissance non plus. Donc, la question suivante adressée par Mme Brigitte Laberge, Mme Anderson. Pour les tronçons 2 et 3, dans quelle masse d'eau se situent les plages suivies? Certaines sont-elles à l'extérieur du panache de Montréal? Les données sont rassemblées par tronçon, mais les données des différentes plages semblent être différentes sur la carte. Oui, en fait, effectivement, on a, pour simplifier, là, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on a regroupé les données par tronçon, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire d'autres groupements, on aurait pu regarder Rive-Nord, Rive-Sud, puis en fait, dans une présentation antérieure que j'avais donnée, mais je n'avais pas le temps aujourd'hui, on décortiquait site par site ce qui se fait, donc en effet, Brigitte, tu as raison. Ce que je regarde, c'est un petit peu mêler tout ensemble les masses d'eau par tronçon. Fait que tout ce qu'on regarde, c'est vraiment ce qui se passe amont-aval, mais il y a définitivement des impacts qui vont être variables selon où on va être Rive-Nord, Rive-Sud, et non seulement là, du panache bactérien de Montréal, mais naturellement ce qui peut venir aussi des différents tributaires. Là. Puis je pense qu'on l'a vu aussi dans la présentation de Mme Lecourcière là, qui a quadrillé le territoire de plus près aussi, qu'on voit mieux les effets locaux. Donc oui, tu as raison, Brigitte, il y a beaucoup de différences entre les sites et la présentation d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas aller jusque-là, mais peut-être, si tu veux qu'on en jase, on se tiendra au courant à la suite. Là, je ne veux pas embarquer là-dedans aujourd'hui. Puis il va y avoir des publications qui vont suivre éventuellement aussi. On va pouvoir creuser un petit peu plus. Merci pour la question. Alors, oui, merci d'avoir répondu. Madame Anderson, vous êtes très populaire sur notre chat. Alors, voici une question de nouveau pour vous, posée de façon anonyme. De quelle façon avez-vous déterminé jusqu'où se rend l'eau contaminée de Montréal? Est-ce une supposition ou est-ce que vous avez des traceurs précis? Oui, donc on n'a pas de traceur précis pour l'instant. En fait, ce qu'on fait, c'est que dans le suivi des masses d'eau, on a des transects. Donc, on va être capable de suivre la signature d'une même masse d'eau en termes de paramètres. Donc, les coliformes, mais on va regarder aussi la conductivité. Il y a d'autres paramètres qui tendent à se maintenir assez longuement dans ces masses d'eau-là. Et je pourrais dire que c'est une supposition, mais il y a quand même une évidence avec des transects amont, aval de différentes zones. Et sachant que les masses d'eau sont linéaires, on va aller regarder plusieurs paramètres qui se tiennent ensemble. On va dire vraisemblablement, cette masse d'eau-là, c'est la même qui s'écoule pendant un bon bout de temps. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Pour l'instant, on n'a pas de traceur précis, mais dans le cadre du plan d'action Saint-Laurent, on est en train de travailler sur un projet qu'on espère qu'il va se concrétiser et qui va nous permettre d'aller pour nos sites potentiels de baignade vers le source tracking. Madame Lacourcière en a parlé tantôt, le source tracking. On aimerait bien aller dans ce sens-là aussi, puis regarder qu'est-ce qui vient d'où. Ça nous donnerait quelques informations supplémentaires. Bon, si jamais il y a des gens qui ont des propositions de traceurs et de choses à regarder, on pourra y jeter un coup d'œil aussi. Donc, c'est comme ça pour l'instant qu'on travaille. Excellent. Alors, de nouveau, je vous sollicite, Mme Anderson. C'est une question qui est issue de Mme Amida SNB et de la ZIP Québec Chaudière-Appalaches. La Ville de Québec fait le suivi de la qualité des eaux de baignade sur plusieurs sites. Baignade à la baie de Beauport, en Salle-Foulon, plage Jacques-Cartier. Y a-t-il des comparaisons entre les différentes données? J'aurais aimé dire oui, mais pas encore. Malheureusement, on ne s'est pas encore lancé dans les comparaisons de ce qui était fait ailleurs. Là, je sais que la ZIP avec Mme SNB ont un intérêt marqué là, pour réouvrir les sites de baignade à l'entour de Québec. Alors oui, ça va faire partie des choses à investiguer dans un futur rapproché de notre côté, mais ce n'est pas encore fait à ce moment-ci. Je vous sollicite de nouveau. Prenez pas le temps de vous asseoir. Madame Anderson, donc de façon anonyme, quel est le temps approximatif pour que le panache de Montréal soit rendu à Trois-Rivières? Je ne connais pas la réponse à cette question-là. Je ne sais pas s'il y a des gens ici autour de la table qui le sauraient, mais je ne connais pas la réponse, malheureusement. Alors, peut-être qu'on essaiera de la faire suivre et de la fournir ultérieurement. Je continue avec Mme Anderson toujours. Si c'est un quiz, vous gagneriez le gros lot. Les données avant le lac Saint-Pierre, est-ce que c'est la colonie des Grèves de Contrecœur?
Les données sont prises au parc Tracy-Maïsouna. Je ne connais pas le secteur par cœur, mais je crois que c'est pas très loin, mais que c'est pas exactement la colonie des Grèves de Contrecœur. Je pense que c'est peut-être à 1 kilomètre ou 2 en amont, si je ne me trompe pas, mais c'est dans ce secteur-là, si je ne m'abuse. Parfait, j'ai oublié de spécifier que c'était un représentant du comité GIP des seigneuries qui s'adressait à la question, qui s'intéressait à la question. Et de façon anonyme, toujours pour vous, Mme Anderson, à quel seuil de pluie la qualité de l'eau est détériorée? J'ai pas fait des analyses. Pour l'instant, le seuil qu'on utilise, nous, c'est un 5 mm pour les précipitations qui ont lieu l'avant-veille, la veille et le jour même de l'échantillonnage. On utilise comme barème 5 mm de pluie, qui est un barème oui, non, mais effectivement, ça avait été porté à mon attention là, dans le dernier mois ou deux, que ça pourrait être intéressant avec des collègues au bureau, qu'on est un peu plus loin, puis qu'on regarde pas un 5 mm, oui, non, mais de regarder le continuum des précipitations, puis de regarder les impacts que ça a sur la qualité bactériologique. Donc, à ce stade-ci, j'ai pas de précision à donner là-dessus. Puis, à l'échelle du fleuve, il va falloir voir si... c'est sûr qu'à l'échelle des bassins versants, ce seuil-là va être très différent parce qu'il y a une réponse qui va être très variable en termes de type de sol, de végétation, utilisation des terres, etc. Au niveau du fleuve, encore une fois, je ne serais pas capable de répondre à cette question-là précisément, mais ça a été proposé par des collègues de regarder le continuum des précipitations, quel effet ça a sur la détérioration de la qualité de l'eau. À ce stade-ci, je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement, mais c'est une bonne question. Merci. Alors, merci, oui, pour la réponse. J'ai présentement aucune autre question qui sont enregistrées. Peut-être, Monsieur Laliberté, je me permettrais moi-même une petite digression en vous en posant une moi-même. Alors, je me demandais, de plus en plus, on voit l'importance que les plastiques et surtout les microplastiques prennent donc, dans les différents projets scientifiques. Est-ce que, au niveau du ministère, vous avez envisagé d'ajouter ce type de polluant-là? Le plastique n'est pas nécessairement un polluant en soi, mais il est souvent un vecteur de transmission de toxiques et de polluants divers. Donc, est-ce que dans les futures analyses, vous avez prévu également caractériser les plastiques dans vos échantillonnages? Nous sommes on est en réflexion. C'est quand même un projet à ses débuts comme tel. Fait que il va y avoir des réunions et des discussions sur quelle taille de plastique qu'on va échantillonner, qu'on va analyser. En fait, j'ai des interrogations à savoir. On parle beaucoup des microplastiques, mais on sait qu'il y a des plastiques qu'on est capable de voir à l'œil nu. Est-ce que c'est nécessaire d'aller dans les microplastiques avec des techniques. On a des techniques pour les mesurer au laboratoire, on a les appareils nécessaires pour aller dans les microplastiques. Mais il doit y avoir des discussions, puis des réflexions aussi à faire à ce sujet-là, parce que quelque chose que tu es capable de voir, de quantifier visuellement, est-ce que c'est nécessaire de mettre un effort énorme pour y aller dans le micro? C'est là que je balance un peu à savoir quelle stratégie qu'on doit prendre pour faire assurer un suivi à long terme des plastiques. Est-ce que c'est qui est visible, facilement échantillonnable et suffisant pour donner un portrait? Peut-être au niveau de la recherche elle-même, au niveau des microplastiques, voir quelle taille peut influencer, mais faire une relation peut-être plus avec ce que c'est qu'on voit qui est facilement échantillonnable pour être efficace aussi là-dedans. Quand on analyse des BPC et PBDE, on n'a pas le choix. Là, ça prend on ne les voit pas. Là, il faut absolument des techniques analytiques poussées pour le faire. Mais c'est là, on doit avoir des discussions là, qui vont avoir lieu cet été, dans les mois à venir, là, pour quelle stratégie qu'on met en place pour le suivi des plastiques. Parce qu'on en parle beaucoup. Là, c'est la problématique de l'heure actuellement. Là. Alors, merci. On pourra s'en reparler. Il y a plusieurs partenaires universitaires qui s'intéressent également à la chose. Alors, il y a sûrement des
des associations, des collaborations futures à développer autour de cet enjeu-là. Alors, ça m'amène à vous remercier nos 4 collaborateurs conférenciers, à remercier aussi chacun des participants, des intervenants qui se sont joints de façon quand même assez nombreuse aujourd'hui à cette session du Rendez-vous Saint-Laurent. Également, je vous amène à vous intéresser au fait que demain, à la même heure, on a également un nouveau bloc de conférence dans le cadre du Rendez-vous Saint-Laurent, le bloc 4 qui va porter sur les ressources biologiques du Saint-Laurent. Alors, c'est un rendez-vous aux mêmes coordonnées, grosso modo. Vous pouvez donc vérifier tout ça sur le site du Plan d'Action Saint-Laurent. Je vous remercie, donc, sans plus attendre, et on se revoit sans doute demain vers les mêmes plages horaires. Merci.